Feinte contre Ward. Semaine. Dupuis. Feinte, tire. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe par la plaisir. Et le but! Kevin Veilleux! Ainsi ça, encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois, c'est réussi à marquer. Olivier Hintz. C'est tiré! C'est Échappé. Dans le gardien. Et le but! C'est quel arrêt d'Étienne Marcoux. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, la balado officielle de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Thomas Beauregard. Tabarouette, j'ai de la misère. Thomas Beauregard, donc ancienne vedette de la LNH. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi, ancienne vedette de la LHJMQ aussi? Oui, exactement. On va parler de son parcours. Déjà enfilé également l'uniforme du Canadien de Montréal pour quelques parties. Évolué dans l'organisation également. Oui, on va faire le tour de ça. Et on a les finales des séries éliminatoires là, entre les 3L et l'Assurantia qui sont toujours en cours en ce moment. L'Assurantia mène 3-1 la série. On a réussi à aller chercher 2 grosses victoires là, lors du dernier week-end. Oui, je pense que en tout cas, rien joué encore, là, mais c'est sûr que dans le match numéro 3, là, remonter de 2 buts en troisième période, là, ça risque d'être un point tournant là, de la série. Mais on menait 3-1 en début de troisième. Puis on du a côté réussi... des 3L, oui. Ouais, ça, on a réussi. On a perdu l'avance, malheureusement. Puis on a perdu en prolongation. C'est peut-être un tournant là, dans la série, si ça ne tourne jamais. Oui, ça va être à suivre, mais c'était tout un match. Puis Tedford qui ont un peu gardé leur momentum le lendemain à Rivière-du-Loup. On va parler là, plus en profondeur. Là. C'est sûr qu'il y a des points là, à analyser par rapport à tout ça, mais Tedford qui a pris les devants. Sinon, pour les autres nouvelles, il y a quelques équipes là, qui ont eu leur bilan de saison. Là. Les Marquis, c'était mercredi dernier, donc c'est sûr que ça commence à faire un peu de temps là. si on regarde ça, parce qu'on est mardi, là, ça fait 6 jours, mais quand même, là, un bilan positif, malgré là, la déception d'avoir en demi-finale, là, quand même un bilan positif qui est ressorti là, en général là, de tout ça. Du côté de Bob Desjardins, là, c'est sûr que là, c'est un entre-saison qui risque de ne pas être comme les autres, là, puisqu'il va y avoir au minimum un repêchage d'expansion, peut-être jamais. Donc, mais il semblait dire là, que quand même, là, la majorité des joueurs allaient être de retour, peut-être même Donald Brashear également, mais ça n'a pas été confirmé là, par l'équipe, là, outre ce qu'il aurait dit, là, mais peut-être là, que Patrick Bordelot et Gabriel Verpass iraient à la retraite. Donc, à suivre. Les joueurs qui n'ont pas confirmé non plus la nouvelle. On disait du côté de Bob Desjardins que Gabriel Verpass allait rentrer à Nicolet là, pour être policier. Là, donc, puis Patrick Bordelot, c'était pas une retraite définitive. Peut-être qu'on aimerait ça aussi garder dans l'organisation. Michael Tam aussi, et le coaching à suivre. C'est des joueurs qu'on peut pas dire peut-être une retraite définitive non plus, peuvent revenir pour jouer des parties l'année prochaine. Donc, ça ne serait pas la première fois, puis ça ne serait pas la dernière non plus, hein, surtout dans la Ligue américaine. On peut peut-être pas appeler ça des vraies retraites non plus. Oui, donc à suivre. Puis, sinon, il y a eu des grosses nouvelles en provenance de Laval. Je pense que c'était vendredi dernier. Là, il y a eu le bilan là, par après là, qui est sorti là, de Pierre Pelletier au niveau là, de Laval. Mais la grosse nouvelle, là, c'est que les entraîneurs-chefs, Daniel Gauthier, entraîneur adjoint, là, Louis-Philippe Blanchet, ne serait pas de retour l'année prochaine. On avait, de ce que j'ai pu en comprendre, là, c'est juste
c'est pas comme si le coach avait été renvoyé, puisque Daniel Gauthier avait dit à la fin de la saison qu'il y a un contrat d'1 an qu'il avait avec les Pétroliers. Donc, dans le fond, on ne renouvellera pas le contrat plutôt du côté de Laval. Puis, on a juste dit que les deux entraîneurs avec le foot Blanchette ne revenaient pas. Donc, exact. pas de nouvelles si c'est eux qui sont partis ou l'organisation qui a décidé de vouloir le changement. Mais on a dit qu'on était déçus de la fin de saison, notamment avec seulement 9 victoires dans les 20 derniers matchs, en comprenant la saison régulière et la fin des séries. Ça va être à suivre là, à ce niveau-là du côté de Laval. On a ajouté également là, que l'équipe avait été là, 2 fois première position en saison, 1 fois deuxième position, relativement à une nouvelle formation dans la Ligue également. Mais qui est en pleine progression. Donc, je pense qu'on était quand même confiants là, de revenir en force l'année prochaine. Exact. Puis sinon, il y a, du côté là, de Saint-Georges, il y en a eu des retraites là, qui étaient confirmées du côté de Saint-Georges. Il y a une entrevue là, de trentaine de minutes là, qui est sortie, je pense que c'était aujourd'hui, avec Raphaël Girard là, du côté de Saint-Georges. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir, là, bonne entrevue à aller regarder, là, lui qui s'est entretenu avec Jean-Michel Poulain. Puis, sinon, sur une note peut-être un petit peu plus... on l'avait appris au podcast la semaine dernière avec Jesse Girard, mais officiellement, là, il y a eu le communiqué comme quoi que les bâtisseurs de Montcalm ne reviendraient pas dans la Ligue l'an prochain, là, que c'était un peu la fin d'équipe. Donc, c'est dommage. C'est le fun. Moi, les quelques fois que j'ai pu aller au JC Perreault, je veux dire, c'était le fun, là, pas c'est le fun, mais les quelques fois que j'ai pu aller au complexe chez Perreault, j'avais bien aimé mon expérience. Donc, peut-être dans un futur, dans quelques années, là, qui sait jamais, l'un des exemples qu'on peut donner, qui est facile à donner, c'est Saint-Hyacinthe. Il y a une équipe là-bas, jadis, et là, ils reviennent dans la Ligue. Même chose un peu avec Laval aussi. Là, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'équipe là-bas, là, mais dans un futur approché, là, ça vient de mettre un terme à tout ça. Et on avait aussi appris de la bouche de Jesse Girard là, la semaine dernière que les choix là, qui appartenaient aux bâtisseurs, là, les listes, donc allaient rester dans les équipes. Là, donc, n'allaient pas aller à l'équipe d'expansion ou les équipes d'expansion. Oui, donc on peut penser à plusieurs joueurs, là, Marc-André Tourigny à Jonquière, sinon Danny Pépin à Sorel, Guillaume Gauthier, Benjamin Lagarde à Saint-Georges, Danny Potvin, ce type de joueurs-là, Dominique Talbot-Tassé à Laval. Donc, ces joueurs-là là, vont demeurer dans leur... Étienne Marcoux à Thetford Mines. Ces joueurs-là vont demeurer là, la propriété de leurs équipes respectives suite au repêchage de dissolution qu'il y a eu l'année dernière. Et je pense que dernière nouvelle, on a su qui étaient les propriétaires là, derrière l'équipe d'expansion de Saint-Hyacinthe. Donc, quand même, une grosse nouvelle là, qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre là, qui ont annoncé à leur podcast La Poche Bleue, donc la semaine dernière, qu'ils étaient derrière l'équipe. Ben oui, très belle pour la Ligue. Je veux dire, pour avoir de l'attention médiatique positive. En plus, ça arrive pendant la finale et tout. Donc, je pense que c'est une très belle chose qui comme annonce, un grand coup pour la Ligue d'aller chercher là, des propriétaires avec de la notoriété. Puis non seulement des gens connus, mais connus dans le milieu du hockey. Là, on parle de 2 anciens joueurs du Canadien de Montréal. Je veux pas. Donc, non, c'est le fun. Ils ont déjà en plus un gros appareil médiatique derrière eux-mêmes. Ils sont leur propre compagnie média là, avec la Poche Bleue. Donc, j'imagine que c'est sûr qu'ils vont vouloir retenir les gens au courant de ce qui se passe avec leur équipe, j'imagine, là, dans les prochains podcasts l'année prochaine aussi. Puis moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu, ça va être quoi l'organigramme hockey de cette organisation-là. Je veux dire, le repêchage d'expansion, le repêchage universel, ça va venir là, habituellement au mois de juin. Fin mai, là, début juin, on risque d'avoir des nouvelles. Donc, il va falloir se trouver un DG, un personnel d'entraîneur, tout ça. J'ai hâte de voir aussi si
Guillaume ou Maxime vont être impliqués de quelconque façon là, au niveau hockey. C'est quand même des têtes de hockey, là, veut pas. Là, ils connaissent ça. Puis je pense, si je ne me trompe pas, Guillaume Latendresse a déjà été impliqué dans le Midget 3. Hein? Oui, exact. Au Collège Charlemagne a été DG pendant 4 ou 5 ans. Ça dépend si vous comptez l'année COVID. Là. Ouais. Il est également aussi entraîneur là, de 2014 à 2018. Donc voilà, fait que c'est quand même à voir là s'ils vont être impliqués de quelconque façon, outre le deuxième étage propriétaire, là, s'ils vont être impliqués de quelconque façon. Puis on a vu j'ai aimé aussi en fin de semaine, là, il y avait la petite photo là, justement là, des gars qui suivaient de près la finale de la Ligue nord-américaine, puis il avait l'air indiqué qu'ils faisaient du scouting de la façon dont la caption était écrit. Là. Il avait l'air de dire qu'il regardait là, pour analyser là, les joueurs qui pourraient peut-être être disponibles au repêchage d'expansion. Donc, à suivre, mais ça va être le fun. Ça va être le fun à suivre là, pendant la saison. Mm-hmm. Peut-être ajouter là, leur petite image. Il y avait l'adresse là, contact commercial saint-hyacinthe.com pour les gens qui seraient intéressés là, à peut-être travailler pour l'organisation ou si vous avez des questions ou contacter. Ouais. L'équipe a également ouvert sa page Facebook, sa page Instagram. Vous pouvez vous rendre là pour si vous voulez revoir là, l'adresse communiquée avec l'organisation. Exact. Non, c'est une belle nouvelle. Et ça, pas mal tous les médias en ont parlé, hein, RDS, TVA, même toutes les pages canadiennes. Ouais. Vive le Canadien, on en a pas mal entendu parler partout, donc c'était... Plusieurs entrevues également à la radio. Là. On a un peu évoqué les raisons là, d'offrir une opportunité aux joueurs de hockey québécois d'avoir une autre avenue que de jouer peut-être dans une 3e division en Allemagne. Pourquoi pas avoir nos meilleurs joueurs, là, notre produit devant nos yeux chez nous à la maison, que les joueurs puissent évoluer là, aussi devant famille, amis, pouvoir faire des études, transition vers le travail, là, etc. Puis tu sais, pour les jeunes joueurs qui finissent leur hockey junior ou l'université ou peu importe, tu sais, c'est sûr que pour les joueurs qui connaissaient peut-être pas la Ligue nord-américaine ou le niveau que cette ligue-là a, ce qu'elle peut offrir, ben c'est sûr que d'avoir une portée médiatique comme Guillaume Latendresse puis Maxime Lapierre, peut-être que ça va attirer des regards de certains joueurs là, qui n'auraient peut-être pas pensé tant que ça à regarder vers la Ligue nord-américaine. De quoi il s'agissait. Je vois Alain Dubois qui parle bonsoir les sportifs. Jesse Girard a également eu une entrevue avec Mario Langlois qui avait parlé un peu du processus, comment ça s'était passé, un peu les tenants aboutissants, finalement, pourquoi qu'on était venu à avoir une équipe à Saint-Hyacinthe. Puis le dossier de Québec là, qui est toujours en cours, là, on n'a pas de nouvelles, davantage de nouvelles dans ce dossier-là non plus. Là. Donc, probablement encore en travail. Yes. Donc, y avait-tu d'autres choses, Dave? T'as l'air de chercher de regarder tes notes, là. Est-ce que notre invité est arrivé? Ouais, notre invité est là. Parfait. Donc, il se fait signe. Est-ce qu'il est prêt? Ouais. Je pense qu'on est prêt. On a dit que c'est encore pas aller avec notre invité, Thomas Beauregard, sans plus attendre. Salut Thomas, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, bienvenue au podcast La Source LNH. Ben, merci de me recevoir, c'est vraiment le fun. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, quand même, au niveau LNH, là, quand même belle carrière. Tu as joué, en fait, en termes de saison complète, 5 saisons complètes, là, plus un bout d'une autre petite saison, avec Trois-Rivières, Thetford Mines, un petit peu aussi à je pense que c'était Saint-Jérôme, Oui, Saint-Jérôme et Sorel. Donc, puis sinon, ben, pour ceux qui sont fans de hockey junior, quand même, très belle carrière là, dans la Ligue junior majeure. Tu as ton chandail là, qui a été retiré par le Titan d'Acadie Batters.
Ouais, ça a été toute une surprise, premièrement, parce que oui, j'ai vécu à Bathurst pendant 5 ans. Puis, tu sais, on sait tous que junior majeur, c'est dur de rester dans une équipe pendant 50 ans. Puis moi, j'ai eu le privilège de l'avoir fait. Et puis, j'ai connu des très, très bons moments, là, probablement les meilleurs moments de ma vie. Là. Junior, c'est là que tout part. Et puis, ta carrière vraiment de joueur de hockey part par là. Puis, au début, ben, je m'attendais pas du tout à me faire repêcher à Bathurst. C'est encore moins passer 5 ans là-bas. Puis, en plus, lors de mon année de repêchage, ben, c'était à Bathurst. Fait que c'est comme les astres étaient alignés pour moi, comme quoi que bon, ben, je vais être à Bathurst pour un maudit bon bout. Là, mon repêchage est à Bathurst. Je me fais repêcher à Bathurst, puis je fais ma carrière junior au complet à Bathurst. Puis l'année passée, ben oui, ils ont retiré mon gilet quand ils m'ont appelé pour me dire la nouvelle. Ben, c'est sûr que ça a été... ça a été un choc, là, comme j'aurais jamais pensé avoir une bannière à mon nom un jour, et puis que le Titan fasse ça pour moi, ben c'est une belle preuve de reconnaissance. Hein. On va en parler un petit peu plus tard, mais après, c'est ça que tu as dit, tu as joué 5 ans à Bathurst, tu as adoré ça, tu as joué du gros hockey là-bas, mais la première fois que tu avais visité Bathurst, j'ai vu dans une entrevue que tu n'étais pas sûr de la ville. Non, exact. Je me souviens, ma famille et moi, on était tous montés à Bathurst pour le draft. Puis on n'avait vraiment aucune attente là, avec la ville et tout, parce qu'on ne savait pas vraiment où c'est qu'on s'en allait. Puis on est arrivé là, puis je me souviens, la première affaire que j'ai dit à mon père, c'est sûr que je ne jouerai jamais ici. Puis, tu vas te faire changer déjà? Ben, c'était... Non, pas du tout, mais c'est comme... Dans ma tête, j'avais tellement un préjugé d'une petite ville très... C'est très petit, Bathurst, hein? Puis jusqu'à temps que tu y vives, puis là, tu te rends compte que, ouais, ben, les préjugés, ça valait rien, là, parce que quand tu rencontres le monde de la région chaleur là-bas, puis ils m'ont tellement bien accueilli, puis le lendemain au repêchage, quand je me suis fait repêcher, ben, c'était comme oh, wow, c'est comme le plus beau jour de ma vie là, présentement. Là, ils m'ont repêché, puis let's go, on y va, puis ben, c'est ça, ça a été un amour avec les fans, puis qui a duré pendant 5 ans, puis encore aujourd'hui, on a retourné l'année passée pour le retrait de mon gilet, puis c'était les mêmes fans, puis c'est comme si j'avais jamais quitté, là, de la manière qu'on se parlait, la manière qu'on... c'était... Ouais, c'est vraiment, vraiment des beaux souvenirs. Tu avais fait l'équipe à 16 ans, tu avais été un choix de 2e ronde, tu as fait l'équipe à 16 ans tout de suite après. Ouais. Tu avais un coéquipier qui s'appelait également Patrice Bergeron. Hein, ouais. Pour ton équipe, tu avais connu une bonne première saison. Là. Oui, ben surtout, moi j'étais le seul 16 ans, puis Patrice était le seul 17 ans. Et puis, on se tenait vraiment souvent ensemble parce que nous autres, c'était pas une reconstruction là, dans ce temps-là. On y allait pour jusqu'au bout parce que l'année d'avant, il avait perdu en finale contre Victoriaville. Et puis là, c'était quand même le même noyau de joueurs qui revenait pour la saison d'après. Puis c'est sûr que moi, à 16 ans, je savais pas si j'allais faire l'équipe, mais moi, je m'en allais là-bas pour faire l'équipe, puis de pas leur donner le choix. Puis je me souviens que je connaissais vraiment un bon camp, puis j'étais dans les estrades, et puis Léo Guy Morissette, pour ceux qui le connaissent, là, Léo Guy Morissette, il fait peur, tu sais. Et puis, surtout quand on était junior. Et puis, Léo Guy Morissette, il faisait croire que mon camp ne l'impressionnait pas. Puis, il me laissait savoir que 16 ans, c'était très jeune pour faire l'équipe. Là, donc, c'était... C'est des vieilles techniques pour voir si tu avais du caractère. Il voulait vraiment péter ma bulle, là, si on veut. Là, puis, finalement, ben, c'est avec Léo Guy, ben,
il m'a gardé pendant 5 ans pareil. Fait que, mais non, c'est ça. Avec Patrice, on s'attendait pas à ce qu'il parte aussi vite non plus, là, parce que le casse-tête était fait pour l'année d'après. C'est une reconstruction, mais une reconstruction pas mal plus rapide avec moi déjà avec une année junior, puis Patrice, qui aurait eu 18 ans, puis qui aurait été probablement le meilleur joueur avec Crosby dans la ligue, tu sais. Puis finalement. Bruno Jarvik s'était blessé. Exact, oui. Mais Bruno s'est blessé plus tard pendant le camp d'équipe Canada. Mais tu sais, puis on avait aussi Adam Rousseau dans le but aussi. Fait que tu sais, on aurait eu une reconstruction, mais pas tant que ça. On aurait pu, si Patrice avait resté là, puis Patrice, il n'est pas revenu. Il n'est pas resté là longtemps. Ouais. Et, sinon, justement, là, de ces années-là, là, je sais que le Titan, puis aussi avec Léo Guy, était quand même reconnu là, pour avoir là, des équipes assez bien nanties aussi, robustes et tout. C'était comment là, le hockey junior dans ce temps-là? Ma première année, on était l'équipe la plus tough de la ligue. C'était même pas proche. On avait le plus tough que peut-être passé dans la ligue avec l'Arac, c'était Jonathan Tremblay. C'était vraiment un show dans ce temps-là. L'aréna était pleine. Puis, dans ce temps-là, Jonathan Tremblay, lui, ce qu'il voulait faire, il voulait avoir une trentaine de combats par année. C'était ça. Fait, lui, on allait là, puis on s'en allait à Bécomo, on s'en allait partout. Lui, on avait des numéros 1 partout dans les équipes. Puis, fait que, c'était. Puis aussi, quand on est arrivé en play-off, Léo Guy a essayé de ramener, il avait fait mettre une banderole House of Pain à Batters. Puis, ouais, puis là, on avait. C'est l'ancêtre, le House of Pain, ça partit avec le Titan de Laval qui était l'ancêtre. Avec les frères Morissette, puis c'est ça. Quand tu joues pour un Morissette, tu joues pour lui, puis tu vas toujours être pour lui. Il traite les gars vraiment, vraiment correctement, puis il va toujours backer ses gars. Puis, je me souviens, ma première année, quand on s'est fait sortir par Halifax en 7, leur aréna n'était pas disponible parce qu'il y avait un spectacle, quoi que ce soit, et puis il fallait qu'on joue le match-up dans une toute petite aréna, puis on n'avait pas d'espace pour rentrer dans l'aréna, on n'avait pas d'espace avec l'autobus parce que le monde, il ne nous laissait pas sortir, puis tout ça, puis Léo Guy est sorti de l'autobus, commençait à pousser le monde pour nous laisser sortir, puis là, donc, tu sais, oui, il y a une réputation, Léo Guy, mais il faisait tout pour ses joueurs. Ça doit aider aussi quand on a un gars de 16 ans qui arrive là-dedans d'avoir l'équipe la plus tough, j'imagine. Ça a dû t'aider un petit peu. Puis en plus, c'est vraiment nouveau, hein, parce que moi, j'avais jamais vu ça, là, vraiment live, un combat sur la glace. Surtout que c'est un gros changement pareil. Hein, surtout dans ce temps-là. Dans ce temps-là, moi, j'ai commencé, juste pour vous le dire, ma première année, on jouait encore avec les 2 lignes. On ne pouvait pas faire des passes de 2 lignes. Ça vous donne une idée. Mais quand tu vois ça, puis tu vois Jonathan Tremblay, puis on avait 6-7 dans l'équipe. Puis tu avais un Jonathan Ferland qui frappait tout le monde, qui frappait le plus dans la ligue aussi, puis qui pouvait scorer. Puis on était vraiment. On était une grosse équipe. On était vraiment bons. Puis moi, à 16 ans, mais comme moi, OK, je vais faire mes affaires, puis je sais que s'il arrive de quoi, mais je vais être backé, puis c'est ça qui est arrivé. J'ai vraiment, vraiment eu une belle année. Puis en plus, cette année-là, à Noël, on est allé chercher Jean-Philippe Côté à la défense, qui était le meilleur défenseur défensif de la Ligue. Il joue un peu pour Canadien, hein, si je me trompe. Ouais, et puis Tampa Bay aussi. Puis là, il est dans l'organisation de Tampa Bay. Puis, ouais. Sinon, si on regarde là, ton année, là, 17 ans,
quand même eu des bonnes statistiques, puis tu étais un gars qui a aussi joué là, dans la Ligue à 16 ans. Est-ce que tu avais passé proche d'être repêché? Comment est-ce que ça... J'ai eu... ça a été vraiment, collectivement, ça a été vraiment une année difficile. On a été... Je pense qu'on a fini dernier dans la Ligue. On était vraiment à une grosse reconstruction, là. Surtout de perdre Patrice, perdre Bruno. Puis là, c'est comme si je devenais le joueur à 17 ans. Puis je pense pas que j'étais prêt pour recevoir ce rôle-là, admettons. Puis que, je sais pas, peut-être j'étais pas assez mature, puis tout ça. Puis ça a quand même été difficile, malgré que j'ai quand même eu une pas si mal l'année, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Là. Mais il n'y avait pas grand recruteur qui venait voir le Titan. Puis j'ai eu quelques entrevues, mais je savais que j'allais pas sortir. Ouais. L'année suivante, là, qui était l'année du lockout, là, comment est-ce que je vois là, que tu n'as pas joué beaucoup de matchs? Est-ce que non, mais en fait, je me suis blessé après 5 matchs. J'ai eu les ligaments croisés avec le ménisque déchiré, puis ma saison était complètement finie. Puis là, je m'en allais j'avais un bon début de saison, puis là, j'espérais, tu sais, de revenir en force, puis tout ça. Puis ça, c'est pas facile. 18 ans, puis j'avais eu un gros été d'entraînement. J'étais vraiment prêt. Puis après 5 matchs, tu te fais annoncer que ta saison est finie, puis là, tu fais « wow ». Tu sais, parce que j'avais encore espoir de peut-être pouvoir me faire repêcher, même si j'avais 18 ans, tu sais, parce que je voulais vraiment connaître une grosse saison. Puis là, c'est comme, ça a été fini. Mois d'octobre, c'est terminé. Puis là, tu te dis, wow, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je vais rester à Bathurst, faire ma réhabilitation, mais je pourrais pas jouer. Puis, donc, ça a été une année difficile. Ouais. J'imagine que ça doit quand même... ça doit faire grandir quand même, j'imagine, de passer à travers cette adversité-là. Oui, bien, surtout que ça m'a fait vraiment... Ça m'a montré à quel point que j'adorais jouer au hockey. Tu sais, c'était... Tu dis, Colin, mois d'octobre, tu t'entraînes tout l'été, puis le mois d'octobre, c'est fini, puis OK, mais à 18 ans, tu n'as pas la même maturité qu'à 24, 25 ans. Tu comprends, tu sais, comme tu te fâches, tu comprends pas pourquoi moi, pourquoi, tu sais, parce que junior, c'est tellement un petit laps de temps dans ta vie, puis tu veux tellement montrer, parce que, tu sais, tu veux tellement, probablement que le 3/4 des joueurs juniors veulent jouer dans la Ligue nationale, ce qui est normal. Donc, c'est comme si tu te faisais enlever une année complète, puis, tu sais, si tu perds une année, ben, t'es vite oublié, puis, donc, mais en même temps, je me suis dit, je vais travailler fort, tu sais, je vais refaire ma réhabilitation, tu sais, j'étais suivi vraiment de A à Z, là, pour faire ma réhabilitation, puis ça a été super, puis je suis revenu vraiment fort l'année d'après, puis, c'est ça, mais, tu sais, c'est comme si une année, ben, ça a été une année perdue, À 19 ans, tu es revenu avec 46 buts, 88 points. À 20 ans, la grosse saison de 71 buts. Ouais. Là, t'as fait écarquiller les yeux un petit peu. On a parlé beaucoup de toi. Tu étais le premier joueur à avoir fait autant de buts depuis... Simon Gamache en... Maxime Boisclair a fait 70 l'année d'avant, juste l'année d'avant. Ça. Puis, ouais, j'ai fait 71 l'année d'après. Juste pour dire. Ouais, c'était... j'avais tellement une grosse chimie avec Mathieu Perreault. Ça a été... J'ai jamais eu autant une chimie avec un joueur qu'avec lui. C'est comme si on n'avait même pas besoin de se parler sur la glace. On savait où c'est qu'on allait être. T'sais, il savait où c'est que je me plaçais, puis je le savais la passe qu'il allait me faire. Ça a été la chimie qu'on avait sur la glace avec Mathieu, c'est indescriptible. C'est comme quand tu le sais que t'es bien là, sur la glace avec quelqu'un, ben, tu le vois, puis
ça a été incroyable. Je revenais à Noël. Quand tu reviens à Noël junior, puis tu as à peu près 20-25 buts, tu le sais que tu vas connaître une méchante saison. Puis là, je revenais à Noël, puis j'avais 48 buts. Donc comme, là, on parlait même plus de 50. Là, on parlait où c'est que ça va arrêter. Ben, là, je reviens à Noël, puis je pense que j'ai fait mon 50e. Ben, j'ai fait mon 50e en 39 matchs. Puis. Wow. Comme Maurice. Non, comme Wayne. Ouais, comme Wayne, ouais. Mais pas dans la même ligue, là. Ouais. Mais quand même, ça a été. Mais tu sais, puis à Batters, ils ont essayé de rendre ça comme un happening, là, parce que là, il y avait un meter là, sur. Dans les fans, là, puis là, à chaque fois que je courais, ben là, ils montaient le meter, puis là, quand j'ai atteint le 50, ben là, il y avait des pancartes partout, puis tout ça, puis là, ben, ça continuait, là, tu sais, c'était vraiment, c'était quelque chose de fun à vivre, ça, c'était... Mais même là, encore là, tu sais, moi, je m'attendais jamais à connaître une saison de même, tu sais, c'est quand même un but par match, là, c'est quand même pas pire, mais de l'avoir fait avec un si bon joueur, avec Mathieu Perrault, là, ça a été vraiment le fun. Malgré que... Ouais. Ouais. Ben, j'ai vu que tu avais eu une offre en plus, là, des Blackhawks, je pense, Ligue américaine. Là, ben, j'avais eu un three-way dans ce temps-là, ou un two-way. Puis avec les Blackhawks, mais ils voulaient que j'aille jouer à Norfolk pour la Ligue américaine. Ça, c'était avant mon année 20 ans. Puis là, je me souviens, juste avant le camp d'entraînement, je me suis assis avec Sylvain Couturier, qui était le directeur gérant. Puis là, moi, j'ai ça. Là, lui, il me répond, il dit, je peux pas t'aider. Moi, j'ai jamais eu un offre de même parce que lui, il a joué dans la Ligue nationale, puis il a fait sa carrière en Ligue américaine, puis après ça, c'était tout un joueur. Là, fait. Mais là, après ça, on s'est parlé, puis ben, j'ai décidé de rester. J'ai décidé de rester à 20 ans à Batters pour avoir justement essayé de connaître une grosse saison pour peut-être avoir quelque chose de meilleur, puis finir ma carrière junior du bon pied. Puis à ce moment-là, je ne l'avais pas regretté du tout. Là. Ça a été, je me souviens, c'était une bonne conversation qu'on a eue. On a eu une conversation pendant au moins une demi-heure dans son bureau, juste à propos de qu'est-ce que je fais. Puis Sylvain, encore là, on se parle aujourd'hui, puis il est devenu un ami. Puis non, c'est ça, on a pris la décision de OK, on va rester, puis on va essayer d'être bon, puis on verra par la suite. Puis aussi par exemple, avec un offre de main, puis tout, dans ma tête, j'étais pas super prêt à quitter Batters, puis sans le pouvoir de dire, peut-être que je vais peut-être connaître une meilleure saison, encore que je suis peut-être encore meilleur que ce que je pense. Puis, t'avais un agent aussi, j'imagine? T'as-tu parlé de ça avec lui, ou finalement, c'est toi qui as eu le dernier mot? C'est toujours le joueur, en fait, qui a le dernier mot, là, mais c'est... puis tout le monde était correct. Tout le monde était correct avec ça, puis au bout de la ligne, c'est vrai, si tu connais une grosse saison, peut-être il y a peut-être d'autres offres, puis finalement, je l'ai eu cette grosse saison-là, puis c'est en grosse partie à cause de ça que j'ai eu la chance de jouer 5 matchs pré-saison avec le Canadien. Ça a été probablement à cause de cette saison-là aussi. Parle-nous donc de ça, là, j'imagine, c'était un offre du Canadien par la suite, après cette saison-là. Après une saison de 70 buts, est-ce que tu avais quelques offres sur la table, puis c'était un peu à toi de décider? J'avais une offre avec les Stars de Dallas, puis avec le Canadien, puis j'ai été avec mon cœur, puis j'ai été avec le Canadien. Puis ça a été probablement mon plus beau souvenir de toute ma carrière de hockey. Même, j'ai gagné la coupe à Cincinnati et tout, mais jouer des matchs pré-saison au Canadien, au Centre Bell,
devant toute ma famille, porter le chandail du Canadien, puis de jouer avec un full line-up aussi, là, certains matchs. Là, ça, c'est des moments inoubliables. Puis, j'ai mon petit gars qui est rendu à 6 ans et demi. Puis là, j'y montre là, des photos de moi qui joue en train avec le gilet du Canadien. Et puis pour lui, c'est comme wow, parce que c'est un gros fan du Canadien. Puis, comme là, il est content parce qu'il ne m'a jamais vu jouer. Puis, fait que là, c'est des petites affaires que j'y montre qu'est-ce que son papa a fait dans le hockey. Là. Puis justement, ces matchs pré-saison-là, il n'y a pas les stats, là, mais te rappelles-tu, avais-tu réussi à marquer ou comment ça avait été? Ouais. J'ai joué 5 matchs, puis je me souviens, j'ai eu 3 points en 5 matchs. J'ai marqué à Détroit, dans le vieux Joe Louis Arena. Ouais. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que quand je vois les matchs, c'était Guy Carbonneau dans le temps, le coach. Puis il ne m'a jamais embarqué dans un match sur une 4e ligne puis que je joue 5-6 minutes. J'ai toujours joué sur un top 6 avec au moins un vétéran sa ligne, puis j'ai toujours joué en power play. Puis il m'a toujours donné il m'a toujours donné du bonbon. Il m'a toujours vas-y, joue ton 15-16 minutes, tu vas avoir ton power play, puis ça a super bien été. Premièrement, je m'attendais aucunement à jouer un match. Puis j'en ai joué 5. Puis je peux le dire, là, j'ai bien fait. Au début, le premier match était contre Pittsburgh, puis j'étais vraiment, vraiment intimidé. Ouais. Oui, c'était, tu voyais Malkin, Sikora, tu vois, Crosby qui était pas... les gars qui avaient des cartes de hockey, oui, quand t'étais jeune. Puis aussi jouer au Centre Bell, le premier, quand t'entends la voix de Michel Lacroix dire accueillons le Canadien, puis tu rêves à ça, tu peux pas t'imaginer comme wow, puis un moment donné, t'es dans la chambre, puis là, c'est toi qui franchis les portes, qui s'en va sur la glace. Puis même si c'était un match pré-saison, le Centre Bell avait 21 000 personnes, puis c'était le gilet du Canadien, puis c'était une game du Canadien. Puis je me souviens, ma ligne, cette année-là, le premier match-là, c'était Brian Smolinski puis Steve Bégin. Ouais. Puis c'est 2 joueurs qui ont beaucoup de games dans la Ligue nationale. Puis moi, j'étais arrivé là au camp, puis je m'attendais aucunement à jouer un match. Puis après le match, on avait perdu 5-2 contre Pittsburgh. Puis j'avais bien joué. Puis Guy Carbonneau l'avait souligné dans les médias après, comme quoi que j'avais été une surprise. Puis le lendemain, après le match, Guy est venu me voir. Puis il a dit tu joues contre les Islanders demain. Fait que là, je fais OK, un de plus. Puis, on commence à y croire. Tu te dis au moins, OK, tout ce que je voulais faire, c'est de faire écartiller des yeux. Il y a quelqu'un qui m'a vu. Puis, puis ça a été ça. Hein, c'est des beaux souvenirs. J'ai une petite photo. Je pense que ce match-là, à Détroit, là, tu jouais avec Robert Lang et Guillaume Latendresse. Mais une petite photo de célébration, en prolongation, fêtée à côté de Pavel Datsyuk. Ouais, c'est hot, ça. Ouais. T'as dû t'en faire parler de cette photo-là? Ouais. Mais elle est belle aussi. Ça, c'est un beau souvenir, là. Ça a donné de même, mais ce qui se passe, c'est que moi, je m'en souviens, c'est qu'il n'y avait pas juste Datsyuk sur la glace. Il y avait Brian Rafalski, puis il y avait Nicholas Lidstrom. Tu sais? Hall of Famer. Fait que, mais tu sais, eux autres, on est arrivés dans la chambre, on savait pas c'était quoi leur line-up. Puis là, quand Doug Jarvis est arrivé dans la chambre, il commençait à mettre le line-up. Puis là, je me souviens, j'étais assis avec Francis Bouillon à côté. Puis il a fait oh boy. Fait que là, il était tout là. Il y avait juste Zetterberg qui était là. Tu sais, il y avait Ossa était là, Holmstrom était là, Datsyuk était là, Chris Chelios était là.
Puis eux autres, cette année-là, je suis pas sûr si cette année-là qu'ils ont gagné la coupe, ils ont perdu en finale là, contre. Ouais, c'est l'année des back-to-back contre. Non, c'est ça, exact. Puis, ben juste dans le warm-up, quand tu vois l'autre bord avec le fameux mythique gilet des Red Wings rouge, puis tu te dis, wow, on est là. Faut pas en même temps que tu sois trop impressionné parce que sinon tu vas être complètement sorti de ta game puis tu ne voudras même plus avoir le puck ou des affaires de même. Mais tu vois vraiment la différence des pros là, quand tu arrives, à quel point ils sont bons et à quel point que les petits détails ils comptent. Là. C'était quoi qui était le plus impressionnant? Le premier match à Pittsburgh, la foule du Centre Bell, vous jouez contre les Red Wings, full line-up? Oh, sac. Bonne question. Ouais, je pense que c'est quand Michel Lacroix annonce le Canadien. Honnêtement. Ouais. Je pense que c'est pour une première fois quand tu l'as toujours voulu le vivre. Tu le vois toujours à TV à quel point, puis je suis sûr que vous autres, vous regardez ça, puis vous avez les frissons quand ils annoncent ça avec avec Coldplay qui embarque, puis puis là, les fans qui embarquent, puis tout ça, puis tu te dis, wow, je peux dire que je l'ai vécu, puis sans rien enlever aux Red Wings puis à leur machine, là, ça c'était... Mais l'ambiance du Joe Louis, c'était pas pareil comme au Centre Bell, pareil. Même si Joe Louis était plein, mais c'était vieux, puis tout ça, puis c'était impressionnant aussi, mais ça n'a rien à voir à mettre ton suit, partir de l'hôtel, marcher au Centre Bell, puis dire, je me souviens, je partais de l'hôtel, puis je marchais à l'hôtel, je marchais au Centre Bell, parce que nous autres, on était juste au Sheraton, l'autre côté de la rue, sur René Lévesque, puis donc, il fallait marcher au Centre Bell, puis les scalpers, ils venaient me voir, puis hey, t'es quitte, non, c'est correct. Passe-moi. C'est bon, ça. Fait c'est toutes des petites affaires que tu fais, ouais, comme, pas à soir, pas besoin de billets à soir. Ouais. Non. Sinon, ben justement, cette année-là, tu l'as mentionné en passant, là, mais la Coupe à Cincinnati, dans la Ligue de la Côte-Est, vous aviez quand même là, un bon club cette année-là. C'était l'année à David Desharnais, là, la grosse année dans la East Coast. Pour les fans de la Ligue nord-américaine, il y avait aussi Jean-Michel Daou et Cédric Desjardins là, dans ton équipe. Parle-nous un petit peu de cette année-là, puis un petit peu de jouer à Cincinnati aussi, parce que Cincinnati, c'est quand même une ville qui a un club de baseball, club de la NFL, c'est pas un petit marché, puis il y a un club de la East Coast. C'était comment? Au début, parce que nous autres, au début, quand on s'est fait rétrograder à Cincinnati, personne ne comprenait, premièrement. Donc, tout le monde est arrivé avec la queue entre les deux jambes à Cincinnati. Je me souviens, David Desharnais, on est arrivé à Cincinnati. David Desharnais, il était au bord des larmes, il voulait tout lâcher. Moi, j'étais comme... Moi aussi, j'étais frustré. J'étais comme, Colin, qu'est-ce qu'on fait ici? puis c'était vraiment vrai. Là, on est arrivé là, ils nous ont sacré dans un appartement. Arrangez-vous. OK, parfait. Mais là, c'était comme le lendemain, pratique. OK, on s'en va à practice ring, puis on est dans un centre d'arcade. Il faut traverser des arcades pour aller à notre chambre. C'était tout petit, c'était vieux. Là, ça n'a pas bien parti. Là. En fait, mais aussi, notre attitude, on était tellement sur un high du camp du Canadien, puis on avait vraiment bien fait au camp des Bulldogs, qu'on s'est dit, pourquoi qu'ils nous retranchent, Mais en tout cas. Puis, donc, on arrive à Cincinnati, puis Jean-Michel Daou, il était déjà là, lui, il avait déjà joué l'année d'avant. Puis, donc là, il nous expliquait, il nous a pris sous son aile un peu, puis tout ça, mais après ça, on avait Mathieu Aubin qui était là, puis finalement, on était comme 8 Québécois, là. Puis, ça reste de même, on fait le camp d'entraînement, on trouve ça long, puis tout ça, la saison commence, on joue dans une aréna de 15 000 places, notre premier match à Cincinnati, il y a 50 personnes dans l'aréna. 50. Puis ça, c'est en compter l'annonceur, puis c'était épouvantable.
Puis là, c'était mort. Mais là, on était bon. Fait qu'on gagnait, on gagnait. Puis là, petit par petit, mais le monde commence à venir. Puis là, quand on a eu un échange, Corey Urquhart contre Olivier Latendresse. Olivier Latendresse est arrivé. Puis là, pour la deuxième moitié de la saison, puis là, ça a été... On avait 5 Québécois en powerplay. Nos deux gardiens, c'était des Québécois. C'était Maxime Dagneau et Cédric Desjardins. Notre tough, c'était JB Bonneau. Puis là, il y avait moi, Latendresse, Dernay, Daou, Aubin. Donc, tu sais, puis on s'est vraiment mixé. Tu sais, oui, souvent, c'était les Anglais contre les Français ou la clique des Français, puis tout, mais à Cincinnati, tout le monde s'est mixé ensemble. Puis ça a donné la saison qu'on a eue. Hein. On a tout gagné. On a fini avec une aréna pleine, 15 000 personnes. Puis, donc, ça a été... Pour moi, ça a été la plus belle année collectivement de toute ma carrière. Ça a été celle-là. Ça a mal parti, puis on ne s'attendait pas encore à avoir une aussi belle année. Puis je suis sûr, si tu demandais à n'importe quel joueur québécois qui jouait dans cette édition-là, ils vont dire la même affaire parce que ça a été magique comme année. Honnêtement, on a tellement eu de fun, la gang ensemble. On se tenait tellement. On a été classé la meilleure équipe de l'histoire de la East Coast. On perdait pas. T'sais, on a fini, je pense, avec les playoffs et tout. Il me semble que c'était 70 victoires, 12 défaites. On perdait pas. C'était épouvantable. On avait du plaisir. Puis, comme tu me dis, oui, c'est un gros marché à Cincinnati. Puis souvent, notre cédule était faite en sorte qu'on jouait le samedi soir à Cincinnati souvent, mais le dimanche soir, c'était les Bengals. Donc, nous autres, on allait se coucher un peu, puis on allait tailgater souvent le dimanche matin en dessous des ponts à Cincinnati, à côté du Paul Brown Stadium. Puis après ça, on allait à la game des Bengals. Puis vu qu'on a fini tard en playoff, là, on avait des billets pour les Reds. Donc là, nous autres, on se parquait à l'aréna parce que l'aréna est collée sur le stade des Reds. Donc, on se parquait à l'aréna, on poignait la passerelle, on avait des billets anyway, puis c'était pendant que Ken Griffey Jr. jouait à Cincinnati, puis on allait passer, on finissait le matin de pratiquer, puis on traversait l'autre bord pour la game d'une heure des Reds, l'autre bord. Là. Fait que c'est toutes des affaires qu'on a pu vivre, là, puis on avait le droit à tous les spectacles. Je me souviens, on était allé au spectacle de Chris Brown à Cincinnati avec Bow Wow puis Soulja Boy. Puis ils sont venus pratiquer avec nous autres. Ah ouais! Ouais, ils sont venus pratiquer avec nous autres. Puis ça patinait sa bottine. Là. Pas à peu près, mais c'est... Ouais. Mais tu sais, c'est ça. C'est toutes des choses qu'on a vécues cette année-là. Puis en plus, on a joué contre Las Vegas en finale. Donc, on est allé à Las Vegas. Avez-vous gagné à Vegas comme les Capitals? Non. À la maison. Malheureusement. L'affaire, c'est que notre propriétaire est arrivé avant qu'on parte à Vegas parce que la série, c'était un 2-3-2. Puis le propriétaire est arrivé. On menait 2-0 en plus. Il me semble qu'on menait... Non, c'était 1-1. Puis... il nous a dit, il est arrivé dans la chambre, si vous gagnez à Vegas, vous allez vous en rappeler pour le restant de votre vie. Puis on a perdu le match. On avait trop. Ouais. Puis, tu as continué un peu ton parcours par la suite dans la East Coast. Tu as joué quelques parties. Je me suis promené. Tu as commencé à te promener un peu, jouer en Europe également. Ouais. C'est quoi qui a fait peut-être que tu as décidé de changer d'orientation? Quand j'ai vu que là, j'avais plus de chance d'être appelé dans la Ligue américaine, puis commencer à faire un bout de chemin dans la Ligue américaine, là, je me suis dit, pourquoi pas essayer vers l'Europe, ce que j'aurais dû faire bien avant. Plus jeune, Plus jeune, parce que
moi, j'ai adoré là. Jouer en Europe là, pour plein de raisons, mais surtout la qualité de la vie. Surtout en Suisse puis en Hongrie. Ça a été juste la vie en général. Là, pouvoir visiter. Nous autres, moi et ma conjointe, on aime vraiment ça visiter. Donc, on visitait beaucoup parce qu'en Europe, tu as moins de parties. Tu as beaucoup plus de temps libre. Puis dans les temps libres, ben, tu peux faire ce que tu veux. Puis c'est pas loin. Là, quand je joue en Suisse, la Suisse, c'est un petit pays. Fait que tu prends ton char puis tu t'en vas, tu peux y aller là, dans les Alpes puis tout ça, puis aller visiter. Puis, fait, c'est pour ça, ça a été. Puis pour le hockey, mais oui, il y a de la pression, il y a beaucoup de pression, mais il y a tellement moins de matchs. C'est un petit peu, c'est un petit peu moins dur sur le corps là, qu'en Amérique du Nord. Puis c'est ça. Fait, avoir à le refaire, c'est sûr que je partirais un petit peu plus jeune. Ouais. Tu étais en Norvège puis au Danemark également? Ouais. En Norvège, ouais. En Norvège, on était tellement au nord qu'on n'avait pas de lumière. On avait 35-45 minutes de clarté par jour. Donc ça, il fallait qu'on aille dans des endroits à rayons UV. Ouais, parce que tu te réveilles, tu peux te réveiller à 10 h le matin, puis il va faire noir comme s'il était 10 h le soir. Puis l'été, ben, c'est le contraire, mais là-bas, vu qu'on était vraiment, vraiment au nord, puis il faisait froid. Ouf, il faisait vraiment froid, puis moi, j'étais tout seul là-bas, fait que des fois, c'est sûr que sur le moral, là, c'était pas évident, parce que tu arrives à l'aréna, il fait noir, tu sors de l'aréna, il fait noir. Donc, tu sais, ça a été tout le temps de même, mais au moins, ça a été vraiment une belle expérience. Le pays est magnifique. Les enfants vont à l'école en ski de fond. Ça sent bon de même. C'est ça, oui. Puis, c'est toutes des affaires que moi, j'aime ça voir des nouvelles choses. Puis là-bas, j'en ai vu pas mal. Ouais. Puis, je voulais juste revenir un peu vite là, sur ben, tu as rejoué aussi dans la Ligue de la Côte-Est. C'est quoi un peu qu'on se fait dire? Parce que, tu sais, quand je regarde tes stats, je veux dire, tu as un point par match pratiquement à toutes les saisons que tu as joué dans la Ligue de la Côte-Est. Ouais. Mais tu n'as pas eu tant de rappels dans la Ligue américaine et tout. C'est quoi un peu les conversations qu'on peut avoir? Parce qu'à un moment donné, j'imagine, ça doit devenir frustrant de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Parce que souvent, les rappels, c'est des gars qui ont des contrats NHL. Souvent. Tu sais que la plupart des équipes East Coast, c'est la deuxième filiale de l'équipe de la Ligue nationale. Donc, souvent, ceux qui sont contrat two-way, Ligue américaine, Ligue nationale, puis qui ne font pas la Ligue américaine, ils se font shipper dans East Coast. Ben, eux autres, c'est ceux qui vont être rappelés avant un contrat juste East Coast, admettons. Donc, puis encore là, si tu te fais rappeler d'un contrat juste East Coast dans la Ligue américaine, ça va être pour une fin de semaine, remplir un chandail, puis à moins que, tu sais, comme Jean-Michel Daou, c'est arrivé quand il était à Cincinnati avec nous autres au début de l'année, il a connu vraiment un esprit de bon début de saison, puis lui, il s'est fait rappeler de même, puis finalement, ben, tu sais, ça a marché pour lui, il est resté en haut quasiment toute l'année, mais finalement, il s'est fait redescendre pareil. Mais, tu sais, c'est minime, là, quand tu arrives d'un contrat East Coast, puis tu joues East Coast, puis tu montes Ligue américaine, puis après ça, ben, tu fais ton chemin, tu sais, oui, il y a des belles histoires, mais c'est minime, là. Donc, c'est sûr que quand tu as juste un contrat East Coast, tu peux espérer, puis en plus, il faut que tu aies une bonne saison, là. Si tu n'as pas une bonne saison, mais c'est sûr qu'ils ne te regardent pas, mais c'est ça, c'est quand même très dur de passer en avant des joueurs qui ont déjà des contrats Ligue américaine, des contrats Ligue américaine, Ligue nationale. C'est pour ça, un moment donné, j'imagine je fais le lien de savoir pourquoi c'est ça, en Europe. Sinon, de toutes les villes que tu as faites en Amérique du Nord, est-ce qu'il y en a une, peut-être mis à part Cincinnati, que tu te rappelles, là, que tu as des bons souvenirs? Oui, Fort Wayne.
Fort Wayne, oui. Ouais, Fort Wayne, c'est... Indiana. Pour moi, ouais. Pour moi, c'est le plus gros marché de minor pro, là, si on veut, là, des ligues mineures. C'est le plus gros marché de tout confondu. La ville est rien de spécial, puis tout ça. Mais tu as 9 000, 10 000 personnes par match. Mon frère a joué là, je me souviens, mon frère a joué là, il a gagné la coupe là. Mais tu sais, ça fait tellement longtemps que cette équipe-là existe, que la culture est bâtie là-bas avec. C'est tout le même groupe de propriétaires, mais puis eux autres, ça a été. C'est tellement le fun parce que tu le sais que tu arrives à l'aréna et tu le sais qu'il va y avoir du monde. Tu sais, c'est pas de même partout là, dans les marchés de. C'est en début de saison. Non, c'est ça, mais pas juste ça. Pas juste là. Je me souviens quand je jouais à Wichita. Wichita, c'était le fun, mais tu allais jouer à Laredo, au Texas, ou des affaires de même, là, c'était vide. Là, fait qu'il y a des marchés que, oui, il y a du hockey, mais il y a des marchés que le monde s'en fout. Mais Fort Wayne, ça a été incroyable. Là, comme atmosphère, comme tu te promènes dans la ville, tout le monde te reconnaît. Puis, fait que c'est sûr, c'est Fort Wayne. Moi, je laisse ça. Ben là, on s'en vient tranquillement là, vers la Ligue nord-américaine. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quand je regarde un peu comment tu es arrivé dans la Ligue nord-américaine, tu t'es fait repêcher dans la Ligue nord-américaine par Léo-Guy Morissette, qui était propriétaire à Trois-Rivières à l'époque. Ça, je ne savais même pas, ça. Ah non? Non. Est-ce que tu avais écrit? Est-ce qu'il t'avait parlé? Non, pas du tout. Non, en fait, quand je suis revenu, j'avais joué avec Peter James Corsi. Dans une ligue, je pense, dans la ligue Easton, me semble, à la Chenette, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais, là, tout ça, puis je dis, ben, j'ai rien, puis il dit, ça te tente-tu de venir, ben, je dis, je sais pas, tu sais, parce que, honnêtement, j'avais pas vraiment une belle vision de cette ligue-là, tu sais, je m'en cacherais pas, puis je savais pas, tu sais, j'avais aucune idée, puis là, on s'est laissé, puis tabarouette, je pense 1 heure après, Léo-Guy m'appelait. Ah ouais? Ouais. Après moi, Peter James, probablement. Fait que là, Léo-Guy, il m'appelle, il dit, t'es-tu intéressé? Je dis, je sais pas, tu sais, je vais attendre, voir, peut-être qu'il y a d'autres équipes qui vont m'appeler, puis tout. Là, Léo-Guy, il fait, non, hein. Appartient, là. Tu m'appartiens. OK, je savais même pas. Oh, ouais, on t'a repêché. Ça faisait longtemps qu'il m'avait repêché, mais il m'avait tout le temps gardé sa liste. Tu sais, il me protégeait tout le temps. Puis là, quand j'ai dit oui, il disait je le savais. Fait, ça a été ça, mais quand je suis arrivé là, une petite anecdote, quand j'arrive là, mon premier match était contre Sorel à Trois-Rivières. Puis, tu sais, je m'attendais à ce que le monde me disait que la Ligue avait changé. La Ligue avait changé. Je sais quel match tu parles en plus. Là, la Ligue a changé jusqu'à temps que bagarre générale sur la glace. Bagarre générale sur la glace. Puis ma première game, ma mère était dans les estrades. Ça faisait 9 ans que ma mère ne m'avait pas joué. Puis, ben là, je vois ça. Puis là, c'était Francis Brault, le coach, dans ce temps-là. Ouais, il voulait se pogner. En tout cas, ouais, il s'en va, il enlève son sou, puis il s'en va ça à la glace, vouloir pogner notre coach. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça, hein? Puis là, c'était froid, il était comme, non, c'est pas tout le temps de même, tu sais. C'est parce que moi, j'ai pogné c'était froid, puis je le connaissais. Okay, ouais. Puis là, il dit, c'est pas tout le temps de même. Hein, puis ben, finalement, c'était juste un addon. Là, finalement, après ça, il s'est rien passé. Puis j'ai adoré mon passage dans la LNH. Je ne le cacherai pas. Là, ça a été, j'ai tellement fait des belles connaissances que tu pensais, j'aurais jamais pensé jouer dans cette ligue-là. Puis finalement, ça a été que du bon. Là, vraiment, là, ça a été, j'ai adoré ça. La première année que les Vikings de Trois-Rivières, tu as quand même 2 points par match. Ouais. Tu as dû trouver l'adaptation quand même pas trop difficile quand on regarde tes stats. Oui, mais c'était. Mais honnêtement, parce que là, j'étais rendu dans un stade de ma carrière que c'était lourd m'en venir. Je suis revenu au Québec parce que là, je trouvais ça lourd. Là. M'en aller à l'aréna puis tout ça, puis je ne l'avais plus. Là.
Puis, puis c'était tout dans ma tête, puis je l'avais plus, puis j'étais juste écœuré. Fait que je suis revenu à la maison, puis c'est là, à Trois-Rivières, que, en fait, Marco Cousineau, il était là, puis il arrêtait pas de me dire, viens aussi, viens, tu vas voir, c'est vraiment le fun, c'est différent, c'est vraiment le fun. Puis tabarouette, je suis arrivé là, puis j'ai vu comment que c'était, tu sais, c'était low profile, là, c'était, t'arrives 30 minutes avant le match, c'est bien correct, il n'y a pas personne qui va te taper ses doigts, puis fait que, tu sais, juste ça. Saute à la première game. Mais juste ça, la bière après une game, moi, j'avais jamais vu ça, là. Tu sais, quand on avait une bière après une game, parce qu'on avait mérité en tabarouette, là. Tu sais, puis je suis arrivé là, mais je voyais comment que les gars étaient calmes, là, comme il n'y avait pas de pression là, puis ça m'a redonné le goût. Puis honnêtement, j'avais hâte. J'avais hâte à la fin de semaine d'après pour retourner et jouer. Puis oui, ça a super bien été. On avait vraiment une bonne équipe. Puis c'est ça. Puis aussi que quand j'étais arrivé, j'étais vraiment au sommet de ma forme aussi. J'étais vraiment en forme. Puis j'étais arrivé là. Puis je me suis dit, ouais, tant qu'à être là, aussi bien d'essayer d'être bon et d'essayer de faire gagner mon club. Puis ça a vraiment bien été. Ensuite de ça, ben, t'es retourné en Europe un peu là, entre les deux là, en Suisse, mais après ça, ta deuxième saison, là, disons, complète, t'as gagné là, le trophée du joueur le plus utile, t'as eu le plus de points aussi là, dans la ligue. Parle-nous un petit peu de cette saison-là. Ça a quand même été une belle saison, ça. Ouais, ça a été une belle saison, mais encore là, c'était le fun. J'avais vraiment, vraiment eu du fun à Trois-Rivières, puis la gang était le fun, mais tu sais, c'est pas... Honnêtement, je pense que j'ai été chanceux parce que dans toutes les équipes que j'ai faites dans la LNH, la gang était super, super le fun. Fait que tu sais, je peux pas dire que j'ai pas aimé ça, mais honnêtement, ça a été cette année-là, je pense que j'étais parti un petit peu slow, puis je sais pas, il y a eu un déclic à un moment donné, puis là, je scorais des buts, puis les points s'accumulaient, puis on gagnait, puis non, ça a été vraiment une belle année, puis je m'attendais pas à dominer autant cette année-là. Mais ouais, on dirait que tout ce que je touchais, je scorais, puis tu sais, avec Joe Bellemare aussi, on avait vraiment une belle chimie ensemble. Lui c'était tout un joueur aussi. Puis un peu en fait comme Mathieu Perrault, il savait un peu où je me plaçais, puis il me donnait le puck, puis ben c'est ça, hein, tu sais, ça a fait la saison que ça a fait. Moi, je voulais savoir aussi, quand tu as dit là, que tu apprenais un peu la Ligue nord-américaine, je voulais savoir, parler en même temps un petit peu de ton frère là, qui a connu une très, très belle carrière, là, lui aussi, au hockey. Il avait joué un petit peu ton frère dans la Ligue nord-américaine quand ça brassait pas mal plus au début des années 2000. Est-ce que tu en avais déjà glissé un mot? Est-ce que lui était comme moi? C'est un peu ben, lui, il me dit, qu'on t'a chanceux parce que moi, je me souviens pas si c'était sa première game, mais lui, il jouait à Laval dans le temps, puis il y a eu 2 bagarres générales. Puis il y en a un, je pense que c'est Dan Tice, qui jouait à Laval. Je pense que lui, il a essayé de sauter sur mon frère pour lui enlever son casque, tout ça. Puis, il n'a pas pogné cette fois. Mon frère, mais je me souviens, mon frère, il dominait aussi dans LNH. Là. Il avait vraiment bien fait. Là. Sinon, on l'a vu aussi, pour ceux qui checkent Netflix, on l'a vu aussi dans le documentaire là, sur les Trashers de Danbury. Ça, est-ce que c'était comparable à la Ligue nord-américaine? Moi, je l'ai vécu, ça. Moi, je l'ai vécu de l'extérieur. Moi, je l'ai vécu en tant que spectateur. C'était malade mental. C'est comparable à Laval. Oui. Peut-être plus encore. Moi, j'ai vu des affaires mon Dieu, c'était pas de la glace, des estrades. Des estrades, là, c'était des estrades, là, visant des joueurs, là, c'était quasiment, tu te fais bannir à vie d'un aréna. C'était vraiment, mais
comment que c'était? C'était des estrades en aluminium comme dans les parcs de baseball. Là. C'était ça. Donc, le monde était tout le temps debout, mais le monde était debout, mais sur le banc des clubs visiteurs. Puis c'était le carnage complètement. L'aréna était tout petite. Dieu sait qu'il y avait une histoire avec les Thrashers aussi, avec le propriétaire. Puis ça se savait partout dans la ligue. Donc, j'imagine que t'es le club adverse. Tu peux pas faire une grosse affaire parce que pas de niaiserie, ouais. Ben, c'est ça. T'as peut-être peur des représailles un peu aussi, mais moi, j'aimais vraiment ça. Là, que j'allais voir, c'était juste à 5 heures de Montréal, j'allais le voir. Mais les gars étaient traités comme les gars de la Ligue nationale. Ça n'avait pas de limite. L'aréna était très, 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 très moyenne, mais la chambre, tu rentres dans la chambre, c'est plus beau que des chambres de la Ligue nationale. C'est comme les gars étaient. Puis les gars faisaient beaucoup d'argent. Fait je peux faire peut-être une parenthèse. J'avais reçu ton frère un podcast que je faisais avec Yannick Diffus pendant la pandémie. Ouais. Puis c'était juste avant que le documentaire Netflix sorte. Puis il nous en avait parlé du train de vie. Il était arrivé, il l'avait placé dans un mansion. Oh, ouais. Ça va être ça ta maison. Oh, ouais, sur le bord d'un lac. Et on allait, puis on était sur le bord du lac, on faisait un feu, puis on était bien. Il disait quand il était arrivé, je pense, il était allé comme où il y avait le propriétaire, c'était comme un mania, un peu des poubelles. Là. Oui, exact. Il allait à son bureau. Il allait à son bureau où c'est que toutes les trucks étaient parkés, là, toutes les trucks de vidange étaient parkés, puis c'était ça. Mais aussi, moi, je l'ai montré le propriétaire après une défaite, puis il faisait peur. Il faisait vraiment peur. Mais tu sais, pensez à ça, là. Le coach le mieux payé de la Ligue, c'est son coach, puis le deuxième coach le mieux payé de la Ligue, c'est l'assistant coach. C'est quand même pas pire, là, pour des ligues comme ça, tu vois pas ça. Quasiment, tu dois avoir de la pression quasiment quand tu es le coach de cette équipe-là. Ouais, faut que tu gagnes. Ouais. Puis ils avaient dit aussi, je pense que c'était son fils qui était le DG, son fils de. Ouais, qui avait 18 ans, quelque chose comme ça. Il avait pas 18 ans. Non, même pas, bon. Ouais, c'était. Mais regarde, ça a fait un bon documentaire, hein, ça a fait un show. Hein. C'était vraiment ça. Mais imaginez aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça, comment ça serait plus dur, ça serait bien plus dur, mais il y aurait eu vraiment beaucoup de monde qui aurait regardé cette équipe-là. Là. Yes. Je laisse savoir, moi, quand tu es arrivé dans la Ligue nord-américaine, il y a beaucoup de joueurs là, qui c'est pour les études, l'après-carrière, la transition. Toi, t'avais-tu commencé un peu à essayer de non, pas vraiment. Carrière, parce que je savais, non, pas vraiment, parce que moi, je savais que je m'en allais dans la compagnie à mon père. Donc, mon père a fondé une compagnie d'inspection de poteaux pour Hydro-Québec il y a 20 ans de ça. Puis, même quand je jouais junior majeur, j'allais un petit peu l'été travailler avec, voir qu'est-ce que c'était, tout ça. Puis, avec mon autre frère Simon, lui, il est vraiment plus impliqué dans la compagnie que moi, mais je savais qu'au moins, tu sais, j'ai une porte de sortie. J'étais quand même c'est quand même un privilège là, d'avoir une porte de sortie aussi facilement que ça, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, quand tu finis le hockey, ben, tu es tellement focusé dans le hockey, dans ta vie, ben, que tu sais, des fois, tu n'as pas le temps de penser, mais aussi, la LNH, c'est ça qui est le fun. Ça permet aux joueurs de se trouver du temps pour s'implanter une deuxième carrière, puis tout ça. Puis ça, c'est génial. Tu sais, donc tu peux jouer 4, 5, 6 ans, 7 ans, tu sais pas, mais au moins, tu peux faire ce que tu aimes encore, de jouer au hockey, puis d'être dans une chambre de hockey, puis d'être avec les gars, puis tu peux préparer
ton après-carrière. Fait que ça, c'est génial pour ça, la LNH. Si on revient là, faire le tour justement de ta carrière, après Trois-Rivières, tu es allé jouer une saison à Thetford Mines. Si tu peux nous parler là, de ta saison à Thetford Mines, comment est-ce que tu as... Mais ça avait mal parti parce que je m'étais fait échanger de Trois-Rivières à Thetford. Puis je me souviens, Bobby m'appelle, puis j'ai dit, Bob, c'est sûr et certain, je viens à Thetford. C'est sûr, je ne repars pas, parce que je ne m'attendais pas à recevoir un offre de la Ligue d'Autriche. Puis une semaine après, puis j'étais blessé en plus quand ils m'ont échangé. J'étais blessé, fait que je ne pouvais pas jouer. Puis là, quand j'ai reçu l'offre, j'ai fait « Ah non! Parce que moi, je suis comme, j'aime pas ça. Même si je le savais que j'allais prendre le deal en Hongrie, j'aimais pas ça, j'aime pas décevoir quelqu'un. Puis, j'ai le plus grand respect pour Bobby, là, même quand il a tradé pour moi, je le connaissais pas beaucoup, je le connaissais juste en train de me crier après quand j'étais à Trois-Rivières. C'est le seul, mais quand il m'a appelé, on a eu une bonne conversation, puis je le trouvais vraiment, vraiment smart, puis vraiment respectueux, puis tout ça, puis au moins il a compris. Puis l'année d'après, ben là, je suis revenu pour vrai. Puis, Bobby, j'ai rien à dire de mal sur lui, là, vraiment, puis je me sentais tellement mal quand j'ai dit oui, c'est sûr que je viens, puis le lendemain, ben, tu trades pour moi, mais je me pointe pas, fait que ça, je me suis trouvé vraiment un peu cheap. Mais en même temps, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? Pour un gars qui a autant d'expérience que lui, c'est un petit peu ça la Ligue américaine aussi. Là, je sais, mais moi, c'était juste pour moi. C'était comme, parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, puis ça a été vraiment... mais quand je suis revenu, Thetford, c'était vraiment le fun. Si ça avait été un petit peu moins loin de la maison, là, parce que des fois, c'est sûr que le 2h30 de route là, en revenant, là, c'est sûr que c'est long. Puis mon gars, il est né dans ce temps-là aussi. Fait que c'est sûr que le dimanche matin, c'était plus rough tout ça, mais pour jouer au hockey là-bas, c'est toute une place à jouer. J'ai vraiment eu du fun. Vraiment, vraiment eu du fun. Ensuite de ça, tu as été un de ceux qui est la seule saison de la Ligue nord-américaine à Saint-Jérôme. Ouais. Ça devait être un peu plus, j'imagine, pas que ça devait être plate, mais tu sais, c'était un club qui a déménagé en plein milieu de saison, qui était... premièrement, Thetford m'ont échangé à Berlin. OK, ils t'ont échangé quand le club était encore à Berlin. Oui, ils m'ont échangé quand le club était à Berlin. Puis... moi, j'ai posé des questions. Comment que ça marche? Comment que ça marche pour franchir les douanes? Puis on est payé comment? Puis tout ça. Puis là, c'était pas clair. Fait que je me suis dit, regarde, moi, pour l'instant, moi, je joue les games sur la route. Là. puis on verra. Puis finalement, je pense que j'ai joué 2 games sur la route. Puis le club a déménagé après. Okay. Fait que t'as enfilé le chandail des Blackjacks. Ouais, 2 matchs. Un à Thetford, puis un à Jonquière. Okay. Ouais. Puis après ça, le club a déménagé à Saint-Jérôme. Puis, c'est ça, c'était... Vous êtes déçu? Non, ça c'était correct. Ça, c'était plus proche de la maison. Puis, ça aurait pu être pas pire. Ça aurait pu être le fun que ça marche à Saint-Jérôme. Honnêtement, avec, le setup était parfait, là, l'aréna et tout, mais finalement, ça n'a pas marché. Mais après cette année-là, j'avais décidé de... OK, là, c'est fini, là. La manière que cette année-là a été, puis tout ça, j'ai dit, c'est fini. Puis là, pendant l'été, Denis Dubon m'appelle. Ouais, serais-tu intéressé si, admettons, Sorel, il venait te chercher? Si c'est Sorel, oui. Parce que là, c'était vraiment l'endroit le plus proche de la maison. Puis finalement, ça a été tout un mot que j'ai dit oui parce que Colin, j'ai aimé ça. Ouais. Ça a été une bonne saison. C'est plate, ça a été la saison qui n'a pas eu de playoff. Ça a été ma dernière en fait. Ça a été la saison COVID puis tout ça, mais
les amitiés que j'ai créées avec certains gars dans cette équipe-là, puis tout ça, puis juste l'attitude gagnante de l'équipe, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Vraiment le fun. Il y a un joueur, si tu peux nous parler, que tu as eu la chance de côtoyer, Samuel Laberge, qui a joué la même saison que toi là, à Sorel, qui a réussi de passer à la Ligue nord-américaine puis d'atteindre la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu peux nous dire ou qu'est-ce que tu te rappelles un peu de... Ben, moi, je me souviens, on était les deux en arrière dans Van à Sorel, puis on se parlait beaucoup, mais je disais, qu'est-ce que tu fais ici, Puis là, il m'expliquait pour son père, puis tout ça, puis il avait vraiment, il était vraiment dédié, là, il était vraiment, vraiment dédié, puis le pire, c'est qu'il s'était trouvé une job aussi, il travaillait dans le coffrage aussi, puis c'était pas une job facile, puis tout ça, c'est toute une histoire, puis mais en même temps, quand j'ai su qu'il retournait aux États, j'étais pas surpris qu'il start dans la Ligue américaine, puis il travaille tellement fort, puis c'est le type de joueur que beaucoup de dirigeants pro regardent puis aiment, parce qu'il y a de la fougue, il va se pogner s'il peut se pogner, il peut scorer, il fait tout. Parce que c'est dur de ne pas aimer un joueur de même. Et surtout quand tu sais son histoire puis d'où il vient, ben, justement, j'y avais écrit sur son match dans la Ligue nationale, puis à quel point il méritait, puis tout ça. Puis c'est vraiment une belle histoire. T'sais. Puis c'est le fun pour la Ligue aussi. Ça donne la visibilité à la Ligue aussi. Puis honnêtement, il y a beaucoup plus de monde qui connaissent la Ligue que vous pensez. T'sais. À travers le hockey au Canada puis à travers les États-Unis. Là. Surtout, oui, OK, c'est sûr que les batailles en sont pour un bout, là, parce que c'est sûr que tout le monde connaît Mirasty puis Steve Bossé, c'est leur combat, mais ça s'en vient un peu plus que là, il y a pas mal, parce qu'il y a beaucoup plus de bons joueurs là, présentement, puis les bons joueurs ont joué dans des très hauts niveaux, puis avec d'autres joueurs connus, donc le bouche à oreille et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ça se parle ou à travers l'Amérique du Nord, y a-tu du monde qui t'ont parlé de la Ligue, que tu as joué? Nous autres, quand on jouait, c'était sûr que les premières affaires, ils voulaient voir mes coéquipiers, voulaient voir, des fois, on passait une soirée de temps à regarder Bossé, Mirasty, Joël Thériault, leur combat, puis ils comprenaient pas. Personne comprenait. Personne comprenait, puis tout le monde était intéressé à en voir plus, à en voir plus, à en voir plus. Fait que, tu sais, c'est juste ça. Tu dis, puis là, tu dis, tu jouais là-dedans, ouais, mais tu sais, c'est pas de même, puis après ça, tu leur montres d'autres affaires, puis là, tu le regardes, puis Caroline, tu sais, c'est quand même bon, hein, c'est quand même un bon calibre, puis regarde, je parle beaucoup avec Derek Brassard, puis Derek Brassard est allé voir un match à Laval, puis même lui, il l'a dit, c'est vraiment un bon calibre. Si, admettons, les joueurs pouvaient être un petit peu plus en forme en pratiquant, puis tout, je sais que c'est très, très difficile. Mais je sais pas, c'est juste imaginer le calibre, admettons, si les joueurs s'entraînaient à tous les jours, puis tout ça. C'est vraiment... C'est devenu vraiment, vraiment fort. Là. Ça patine aussi. Sur encore les séries, on est en pleine série finale en ce moment. Ouais, mais je vais vous avouer, un peu moins qu'avant. Là, je sais que c'est Rivière-du-Loup puis Thetford Men. Mais sinon, c'était vraiment la première année que j'ai pas mal moins suivi ça là, cette année. Là. Je vous le cacherai pas. C'est normal. Est-ce que tu es surpris peut-être de voir tout l'engouement qu'il a pris, que ce soit les assistances là, qui ont augmenté depuis la COVID à chaque année, il y a eu des augmentations quand même assez marquées. Tant mieux. La popularité, le calibre du circuit. Là. Exact. Le calibre, puis c'est sûr, si le monde veut le voir du hockey, vous ne serez pas déçus. Là. La Ligue n'a jamais été probablement aussi bonne qu'elle est présentement. Puis ce qui se passe, c'est que probablement ce que la Ligue avait le plus de besoin, c'est des gars comme Maxime Lapierre et Guillaume qui arrivent.
qui vont donner une grosse visibilité à la Ligue. Puis ça, tu peux, tu sais, c'est vendeur là, avec toutes leurs tribunes qu'ils ont, TVA Sport, puis leur podcast, puis là, qui sont devenus propriétaires d'une équipe à Saint-Hyacinthe, qui va être sûrement un gros marché, tu sais, pas loin de Montréal. Puis le monde va vouloir aller voir ça, juste peut-être juste à cause de Guillaume puis de Max au début, mais au moins le monde va être là puis ils vont s'intéresser. Je pense que c'est la meilleure chose qui n'a pas pu arriver pour la Ligue présentement. J'ai vu beaucoup de messages justement de monde qui écrivait allez-vous être au game, allez-vous être au game. C'est normal aussi, c'est normal aussi. C'est deux anciens du Canadien, le monde s'intéresse aux Canadiens, puis c'est toujours impressionnant de voir des anciens joueurs du Canadien, peu importe peu importe ça fait combien de temps qu'ils ont joué ou peu importe sont où, puis le monde veut les voir. Puis Guillaume puis Maxime ont l'air vraiment accessibles. Donc, tu sais, le monde, pourquoi pas aller les voir, tu sais. Oui, c'est sûr. Ouais. T'avais-tu des photos? Je voulais peut-être te parler il y a 2 ans, l'honneur que tu avais eu. Oui, on est pas revenu, sur le retrait de chandail. Oui, j'avais des petites photos pour montrer peut-être aux gens au 28 qui était retiré. C'était le 17 novembre 2022. On l'avait publié également, là, on voit la petite image à gauche. Oui. On l'avait publié sur les réseaux sociaux de la Ligue également là, pour le souligner. Ouais, de ton côté, c'est l'honneur ultime pour un joueur. T'as reçu l'appel. Comment que ça s'est passé? J'ai reçu l'appel de Sylvain Couturier. Sylvain Couturier avait quitté l'organisation pour devenir directeur gérant des Eagles Cabreton. Mais juste en quittant, parce que moi, j'ai vu grandir Sylvain, puis il m'a vu grandir dans l'organisation. Moi, j'ai commencé, Sylvain, c'était mon assistant coach. C'était l'assistant coach à Réal Paiement pendant les 2 premières années. Puis après ça, il est devenu entraîneur-chef, puis ça a pas bien été. Donc, il s'est retiré de l'entraîneur-chef, puis il a eu le poste de directeur-gérant. Donc, tu sais, je l'ai vu évoluer, puis on a tellement été proches le temps durant mon passage à Bathurst, puis jusqu'à aujourd'hui, on se parle quand même fréquemment, puis c'est ça, fait quand il a quitté, il a demandé à l'organisation, regarde, ça peut-tu être moi qui va l'annoncer, moi je veux y annoncer, puis quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait retirer mon gilet, puis qu'il allait être là à la cérémonie, puis tout ça. Puis j'étais comme, wow. Puis la première personne à qui j'ai appelé, en raccrochant avec Sylvain, j'ai appelé Léo Guay. Ouais. J'ai appelé Léo Guay pour le remercier, puis tout ça. Puis parce que je suis un des seuls qui a gardé 5 ans dans l'organisation avec lui. Puis il a été il a été un gros morceau pour moi. Là. Fait que, ça a été. C'était vraiment émouvant. Puis, j'en parle, puis je le crois pas. Là. Tu joues pas pour ça, hein? Tu joues pas pour. Parce que ça serait triste si tu jouais pour. Ça serait plus triste si tu jouais pour je veux une banderole, mais moi, j'ai juste joué, puis. C'est une belle preuve de reconnaissance, puis ça me dit à quel point que j'ai fait quelque chose de bien dans la ville de Bathurst, parce que c'est pas juste sur la glace, mais en dehors de la glace aussi. Je me souviens, j'allais partout à toutes les fois que l'équipe avait besoin de joueurs dans les hôpitaux, dans les écoles, puis tout, j'étais tout le temps là. Puis, ça a été une belle partie de ma vie. Je viens de recevoir un message d'un de tes anciens coéquipiers, Olivier Latendresse, qui te salue, qui a écouté le podcast ce soir. Donc, ça lui a rappelé également des bons souvenirs. Que nos gars jouent ensemble au hockey, Mac 2, dans la même équipe. Fait que t'es dans le coin là, de Sainte-Catherine maintenant? Non, on est à Chambly. OK. Ouais. Olivier est à Chambly aussi. OK. Il a déménagé.
Ah ouais, c'est le fun d'avoir eu cet honneur-là. J'ai vu aussi que, dans le fond, j'ai regardé une petite partie de la cérémonie là, aussi pour le préparer pour le podcast. Puis, il y a plusieurs de tes anciens coéquipiers aussi là, qui t'avaient parlé, là, qui t'avait écrit un mot, dont Mathieu Perreault, là, qui était ton coéquipier de trio. J'ai une petite question par rapport à lui. Il a été repêché dans la Ligue nord-américaine l'année dernière. Peut-être vers les Trois de Rivière-du-Loup. Peut-être pas nécessairement à lui, parce que je veux dire, c'est quand même un gars qui a près de 1000 matchs dans la Ligue nationale, mais penses-tu que, pas lui nécessairement, mais penses-tu que la façon dont la Ligue évolue, ça se pourrait que prochainement, toi qui as quand même connu une grosse carrière aussi, qui a beaucoup apprécié, que des joueurs style à Mathieu Perreault qui ont touché à la Ligue nationale plus qu'une cinquantaine de matchs et qui ont eu des bonnes carrières, qui voudraient peut-être aller finir leur carrière, jouer au Québec. Puis, c'est une bonne question. Ça dépend combien de nombre de matchs dans la Ligue nationale qu'ils ont joué. Parce que je sais pas, il faut que tu aimes ça en maudit là, pour faire ça, parce que la Ligue nationale, c'est quelque chose. Là, les gars, c'est des machines, puis ils sont drillés. Fait, est-ce qu'ils veulent encore jouer? Ils annoncent leur retraite probablement parce que, peut-être que leur corps est trop hypothéqué, ou deux, c'est peut-être parce que là, c'est assez, faut. Donc, je peux pas parler pour eux autres, mais ça serait le fun pour la Ligue. Mais est-ce que c'est réaliste? Peut-être pour un ou deux joueurs, peut-être. Mais d'en voir 30-40, j'en doute. Ouais, à ce point-là. Ouais. Non, mais tu comprends? C'est peut-être, regarde, Brashear, il le fait. Donc, peut-être ça va arriver. Mais je sais pas. David Dernay qui avait été repêché par l'assurancier aussi. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Les gars, l'assurancier, c'était déjà essayé avec Bruno Gervais aussi. Que je me rappelle. Donc, ils ont réussi à avoir Alex Giroux. Oui, c'est vrai. Puis, il y a eu Michel Ouellet aussi. Simon Gamache aussi, il avait joué. Oui, aussi. Puis il y a eu Michel Ouellet. Il y en a eu. Mais mais là, on parle des carrières comme Mathieu Perreault, mettons, à 800 matchs. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau, puis c'est sûr que, en tout cas, j'ose présumer que s'il y allait, ce serait pas pour l'argent. Donc, c'est toutes des affaires de même, puis aussi t'as la famille aussi. Peut-être qu'ils te disent, là, c'est assez. Là. Tu vas partir de la Ligue nationale, puis tu vas t'en aller les fins de semaine. Non, je sais pas. Ouais. Ça prend des passionnés. Ouais. Ça prend des passionnés. Comme Donald qui joue jusqu'à 53. Ben, tant mieux. S'il aime ça. C'est ça. On peut pas le juger. Hein? On peut pas. Regarde, s'il aime ça, tu vas-tu empêcher un gars de jouer parce que le gars, s'il est passionné, il veut jouer, puis il se tient en forme, puis il est encore pas pire. S'il veut jouer, ben, tu le fais jouer, puis en plus, c'est une grosse visibilité pour la Ligue. C'est clair. Gagnant. Oui, exact. Le monde peut bien dire ce qu'ils veulent, mais c'est ça pareil. T'avais-tu d'autres questions, Dave? Ouais, ben j'ai mon petit questionnaire en rafale pour finir. Des petites questions, là. Première chose qui vient en tête. Ton premier souvenir au hockey quand tu étais jeune? Là, mon premier souvenir au hockey, probablement ma première pratique. Ouais, ma première pratique, quand j'avais 6 ans, on apprenait à lancer la rondelle sur la bande. J'étais le seul qui était capable de la lever par-dessus la bande. C'est vraiment, vraiment mon premier souvenir de hockey. Ouais. La bande avec la baie vitrée ou le banc des joueurs? Banc des joueurs. On l'a vu, ton numéro a été retiré, numéro 28. Est-ce qu'il y avait une signification pour le 28? Pas du tout. Non. J'avais le choix entre le numéro 38 ou le 28. J'ai choisi 28.
Ça t'a suivi. Je sais qu'à comme Patrice Bergeron avait juste le choix avec le numéro 37. Il n'avait pas le choix de prendre le 37. OK. C'est parti de là. C'est parti de là. Il va probablement être retiré à Boston un jour. Et il va être au temple de la renommée avec le numéro 37. Ouais. C'est bon. Ton idole au hockey? Mon frère. Ton frère. Ton athlète préféré en dehors du hockey? C'est bon, ça. Je pense Vladimir Guerrero. Ah ouais? Le senior? Le père. Ouais. Un fan des expos. Très. Ouais. Fan fini. J'ai vu Mathieu Ricard qui est également rendu un joueur de balle donnée. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai commencé à jouer à la balle donnée, j'avais 16 ans. Ouais, ça fait longtemps. Fait que ça, c'est une passion. Ça aussi, on joue l'été avec mon frère, puis on a une équipe, puis on a un tournoi justement en fin de semaine à Trois-Rivières. Puis... OK, c'est le fun, ça. Ouais. Mais ouais, sinon, comme toi, je prie que les expos reviennent un jour. Ça serait incroyable, ça. Ouais, c'est sûr que je serais. D'après moi, le match d'ouverture, ça serait top d'avoir des billets, là, le premier match, mais j'essaierais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça serait débile. Juste de montrer ça, tu sais, à mon petit gars, tu sais, moi, j'ai là-dedans, puis, tu sais, moi, c'est mon frère, c'est mon grand frère David qui m'amenait, puis, mais, tu sais, on passait des 30-35 matchs par été au stade, puis les souvenirs qu'on avait, puis c'était le fun, tu sais, c'était vraiment le fun, puis j'aimerais ça, vivre ça avec mon gars, tu sais. J'imagine en tant que père, oui, parce que moi aussi, tu sais, je suis un peu plus jeune, là, je suis début trentaine, mais moi avec mon père, si j'allais avec mon père quand j'étais tout petit. Ben oui, puis regarde, puis c'est des souvenirs, hein. C'est vraiment des beaux souvenirs, fait que... Mais tu sais, sinon, on ira visiter des stades un peu partout dans la ligue, sinon, si tu veux. Ouais, peut-être encore une plug pour les billets des Reds. Ouais. Jamais. Aussi, en plus, j'ai eu la chance, de voir Ken Griffey et tout dans la course de son 100e circuit dans le temps à Cincinnati. Puis, parce que moi, je pourrais parler de baseball pendant des heures et des heures. Moi aussi. Mon joueur préféré des dernières années, puis peut-être que tu étais là un petit peu trop tôt, mais c'est Joey Votto. T'étais-tu là avant qu'il arrive? Lui, il est arrivé, je pense qu'il est arrivé, c'était peut-être son année recrue ou il est arrivé un an après. Là. OK, ouais. Et ouais. T'avais-tu eu la chance de. Fait que t'as pas eu la chance de le voir ou. Non. Non. C'est pas chevauché. Parfait. Si on revient au petit questionnaire, est-ce que tu avais une routine d'avant-match? Non. Non, pas de superstition. Non. C'est bon. Ensuite, je dirais dans la Ligue nord-américaine plus particulièrement, là, parce qu'on fait le podcast pour la Ligue, ton coéquipier le plus drôle partout où tu as joué, celui qui viendra en tête. Le plus drôle? Attends, là. Le plus drôle, je pense, Samuel Carré. Samuel Carré, ouais. Ouais. Tu étais dans la vanne avec ouais. Ouais. C'est bon. Le Brodeur, en tout cas, pour avoir été quelques fois, le Brodeur, t'as pas fait aussi. Ouais, aussi. C'est bon. Selon toi, le meilleur joueur avec qui tu as déjà joué? Mathieu Perreault. Mathieu Perreault. Sûr. Parfait. Ton meilleur souvenir dans la LNH? Meilleur souvenir dans la LNH? C'est une bonne question. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de moments. Tu sais, j'ai pas gagné de coupe. Mais les meilleurs souvenirs, je pense que c'est les voyages dans Party-Van. Ouais, avec ça. Oui. Ouais. Je pense vraiment. Jouer aux cartes, puis avec les... On faisait des soupers là-dedans, puis c'était quelque chose. C'était vraiment un happening. C'était vraiment, vraiment le fun. Félicitations à Dan Archambault. Oui, exact. Parfait. Puis, sinon, ton repas préféré? Un gros steak. Gros steak. Ton film préféré? Shawshank Redemption.
Shawshank Redemption. Puis, si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait lequel? Je pense que ça serait Coldplay. Coldplay? Ouais. Ça te ferait-tu des bons souvenirs, mais qui joue Fix You? Hey. Ben ça en plus, tu sais, ma conjointe, elle a une grosse compétition de danse on l'a fait la semaine passée, mais là, 2 ans, elle l'avait mis Fix You pendant la grosse remise de prix à la fin, puis tout, puis même là, j'avais des frissons, là, c'est toute une toune, hein? Bon, parfait. Ça fait le tour de mes petites questions. Là. Merci de t'être prêté au jeu. Merci à vous autres. Ça fait plaisir. Puis sinon, là, en terminant, tu avais un mot à dire aux fans de la Ligue nord-américaine qui nous écoutent et qui t'ont suivi pendant... Oui, continuez à supporter la Ligue. Hein. Comme j'ai dit, c'est vraiment un beau tremplin pour les joueurs. Les joueurs veulent jouer, puis ils veulent faire une deuxième carrière, mais en même temps, ils veulent continuer à jouer au hockey. Puis, en grosse partie, c'est à cause des fans là, que la Ligue peut survivre. Puis, c'est le fun pour les joueurs de se faire supporter par les fans. Puis, il y en a beaucoup de fans qui aiment la Ligue, puis qui veulent que ça marche, puis tout ça. Donc, continuez à aller au match, puis continuez à aller supporter vos équipes régionales parce que les gars aiment ça, puis c'est pour ça que les gars vont jouer, puis ouais, c'est ça, c'est continuer à supporter la Ligue parce que ça serait plate que un jour que la Ligue soit plus là, puis tout le monde ait des remords, donc allez au match. On est sur une pente ascendante, heureusement, en ce moment. Oui. Mais encore là, on n'est pas à l'abri de rien, hein, fait que... Il faut juste continuer puis s'aider entre nous à travers la Ligue là, puis en souhaitant que du bon à la Ligue. Sir Thomas Beauregard, merci beaucoup de ta présence sur le podcast ce soir. Tu as été très, très généreux. Ben oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous autres. Lâchez pas. Un très beau parcours, puis je pense que ça t'a fait rappeler également là, des beaux souvenirs. Non, ouais, c'est toujours le fun d'en parler. On n'en parle pas souvent, mais quand on en parle, c'est le fun. Yes. Merci Thomas. Merci. Bonne soirée. Bye. Donc, Thomas Beauregard, ancien joueur de la LNH là, également, auteur de 71 buts sa dernière saison junior, également joué dans l'organisation du Canadien. Quand on parle du calibre là, des joueurs de la LNH, là, donc ça fait partie des grosses pointures qu'on a pu avoir là, dans notre ligue. Je me rappelle là, au niveau de la saison que Thomas Beauregard là, jouait avec les Éperviers. Les Éperviers avaient trois marqueurs de 50 buts dans la Ligue junior majeure dans l'alignement. En Thomas Beauregard, David Massé et Étienne Brodeur. C'était quand même tout un line-up assez impressionnant quand tu regardes ça. Donc, yes. On parle-tu un petit peu des séries là, en pleine série finale? C'est ça qui mène 3-1. On a des matchs qui sont prévus à l'horaire jeudi, vendredi, samedi. Donc, on va avoir la conclusion au prochain podcast. Mardi, assurément, on va recevoir des champions. On ne sait pas encore de quelle équipe. On ne sait pas encore de quelle équipe. Il y a une équipe qui s'est approchée un peu plus que l'autre. On va se le dire. Donc, l'Assurantia qui a pris les devants 3-1. Si on y va là, un petit peu match par match, je pense que le match de vendredi, les 3L ont été très, très opportunistes. En fond, ont profité de leur chance. 2 buts quand même, passablement chanceux sur les 3 des rondelles qui ont dévié. Mais on amenait les rondelles au filet, on rendait la vie un peu difficile à Étienne Marcoux. Donc, c'est sûr que quand tu as du monde devant le but, il y a des chances qu'il y ait des déviations et que ça rentre. Fait que non, les 3L qui avaient bien joué. Du côté de l'Assurantia, le mot d'ordre, ça m'a donné l'impression, c'était vraiment un peu de frapper tout ce qui bouge. Là. On a été très, très, très physique du côté de l'Assurantia. Puis je pense que peut-être qu'au fur et à mesure que le match avançait, ça leur a peut-être donné un petit avantage. En troisième période, je
pense que les 3L aussi, en troisième période, l'impression que ça m'a donné, c'est c'est peut-être juste parce que l'assurancia était vraiment le pied dans le tapis, mais j'ai eu l'impression qu'on a joué comme, tu sais, ça va vraiment sembler stupide ce que je veux dire, là, mais qu'on a joué comme si on avait une avance de 2 buts, au lieu de jouer comme on a joué toute la rencontre, qu'on jouait bien, qu'on attaquait, qu'on passait plus de temps en zone offensive, on s'est comme un petit peu... On voulait vraiment protéger notre avance, puis j'ai l'impression que ça a peut-être changé un petit peu la façon dont l'équipe jouait en général. Puis du côté de Thetford Mines, ben c'est un petit peu le retour de l'appareil. 2 buts. Le but de Bruno Cardoni, qui était le deuxième but, elle n'a pas dévié, là, mais Étienne Montpetit avait la vue complètement voilée. Puis le troisième but, c'est un tir d'Étienne Boutet qui a dévié sur Cédric Chagnon, qui passait devant le filet. Donc, 3-3. En prolongation, ça n'a pas trop pris de temps. Il y a un petit 4 contre 4 pour commencer la prolongation. Je dis peut-être que ça va donner un petit peu d'espace. Peut-être qu'il va se passer de quoi. Il ne s'est absolument rien passé pendant le 4 contre 4. Finalement, là, Maxime Lecourt qui s'amenait sur l'aile, un bon tir. Peut-être qu'Étienne Montpetit aurait aimé ça, pouvoir avoir une chance de faire l'arrêt. C'était pas un tir parfait non plus, mais c'était quand même un très bon tir de Maxime Lecourt qui s'amenait sur l'aile. L'homme des grandes occasions. Il n'a pas son premier but en prolongation. Exact. Non, il n'est pas je sais qu'il a déjà marqué en prolongation finale contre Sorel en 2015. Il avait marqué un but en prolongation. Puis, c'est pas lui qui a marqué en match numéro 5 contre Saint-Georges en prolongation l'année dernière aussi, en finale. Je vais aller regarder vite, là, mais vite comme ça, dans ma tête, c'était lui. Mais tout ça pour dire que, ouais, quand on dit homme des grandes occasions, là, Maxime Lecourt, là, qui vraiment là, est en train là, c'est ça, là, il y a déjà quand même une très belle carrière dans la Ligue américaine, là, mais il est en train de mériter là, sa réputation. Là. On parlait aussi du premier match de son retour, il a fait marquer 2 buts avec des buts importants. Là. Exact. Je vais aller regarder vite parce que ça m'intrigue, parce que dans mes souvenirs, c'était lui. Puis là, on dirait que si je le sais pas, ça va me rester dans la tête toute la soirée. C'est pas trop long, je vais aller regarder. Ça, c'est un des joueurs qui tire son épingle du jeu. Je veux dire, de part et d'autre, si on avait... oui, c'était lui. Vous avez découvert, mais oui, c'était lui qui avait marqué en finale en prolongation, match numéro 5 l'année dernière. Aussi. Fait que, ouais. Donc, 3 buts en prolongation en carrière en finale à date pour Maxime Lecourt. Pas rien. Fait que, ouais, ça, c'est quoi je voulais dire, là. Ouais, ben, un des joueurs, là, si les séries se terminaient là, qui tire son épingle du jeu, si on avait donné un MVP, peut-être qu'il serait dans les discussions. Ouais, c'est sûr que les 4 matchs ratés, peut-être ça pourrait être lui. Sinon, Kevin Veilleux connaît d'excellentes séries aussi, a marqué un but samedi. Et on peut nommer peut-être aussi Étienne Marcoux, Chris Lausier, des bonnes séries également. Oui, Martin Poudrier aussi connaît des bonnes séries. Donc, non, c'est Thetford qui joue bien. Puis le match de samedi, je dirais qu'à part le match numéro 3, les 3 autres matchs, j'ai vraiment l'impression que ce qui a fait de la différence, c'est les unités spéciales. Puis encore là, c'est assez évident samedi. On finit 0-7 du côté de Thetford, excuse-moi, de 0-9 même, je pense. En 9 même, OK. Ouais, puis je pense qu'on manque 2 en plus. Puis du côté de Thetford Mines, on marque un but en désavantage numérique. Puis après ça, quand on a la chance d'avoir un 5 contre 3, on rate pas notre chance. On était 2-8 en avantage côté de ça. Plus un but en désavantage. On a joué un peu de malchance sur le 5 contre 3, là, la rondelle qui était sautillante quand Marc-Olivier Crevier-Morin a essayé de faire le dégagement. Ça s'est retrouvé dans les estrades, malheureusement. Mais sinon, là, du côté de Thetford Mines, on en a profité. Un tir de Dave Labrec qui nous rappelle pourquoi il a été repêché par les Flyers. Tout un tir de Dave Labrec. Puis sinon, Thetford, c'est une équipe tellement aguerrie que quand ils prennent l'avance, faut vraiment on joue bien, intense pour essayer on joue bien le cadran, on descend pas la pédale
on connaît la game également. Exact. On n'arrête pas de frapper. On s'en tient à notre plan. Là. Exact. C'est une équipe en saison régulière. Quand il y avait l'avance en troisième période, on a perdu seulement 2 matchs. Puis c'était 2 matchs contre Sorel en toute fin de saison qui avaient perdu 2-1 en prolongation. C'était pas des matchs qui avaient... En séries éliminatoires, peut-être qu'ils auraient gagné ces matchs-là parce qu'il n'y a pas de 3 contre 3 et de tir de barrage non plus. Là. Fait que c'est quand même une équipe que quand il y a l'avance, c'est vraiment, vraiment difficile de leur enlever. Puis c'est doublement dommage quand on pense à ça que Rivière-du-Loup n'ait pas réussi à garder la sienne dans le match numéro 3. Mais on n'est pas mort du côté des Rivières-du-Loup. On a un match numéro 5 qui va se jouer jeudi soir à 20h. C'est sûr que Rivière-du-Loup, c'est 3 matchs en 3 soirs si on veut gagner la coupe. C'est sûr que ça va se faire vite. Ça va se faire à l'extérieur. C'est ça. Si on prend le momentum jeudi, après ça, on revient vendredi à la maison. On va avoir encore 3500 personnes au centre Premier Tech. La foule va être en délire. On va avoir le momentum derrière nous. Puis, c'est vraiment le match 5 qui est important parce que si on sera un match numéro 6 puis on vient à la maison du côté de Rivière-du-Loup, ben, peut-être que justement la pression va retourner peut-être un peu plus du bord de Thetford. Qui devrait gagner la coupe sur la route. Puis sinon, ben, si on sera un match numéro 7, on le sait, là, c'est un cliché ça aussi, mais tout peut arriver quand il y a un match numéro 7, c'est juste un match. Ça prend un joueur qui est hot, qui a le compas dans l'œil, marque 2 buts, ou un gardien qui en échappe une rondelle déviée. Tout peut arriver d'un match numéro 7. Fait que c'est quand même un match très important, match numéro 5. Si on l'échappe du côté de Thetford Mines, on va vraiment redonner de la vie à Rivière-du-Loup. Je pense vraiment que Thetford Mines vont vouloir terminer ça là, à la maison. Puis du côté de Rivière-du-Loup, ben, on va tout donner ce qu'on a. Puis c'est un match sans lendemain. Donc, ça va être un bon match. J'espère être... J'étais là à Thetford Mines pour le match numéro 3. Là. Ça a vraiment été un match vraiment bon là, en tant que fan. C'est sûr qu'en tant que fan de Thetford, c'était incroyable la remontée puis gagner en prolongation. Mais en tant que fan de hockey en général, c'était quand même tout un match à regarder. J'espère pouvoir être là jeudi. Peut-être, je ne suis pas encore certain si je vais pouvoir descendre. Là, faire le 2h15, 2h30 de route. Mais j'aimerais ça. Ce serait le fun. Puis en même temps, voir la coupe, si jamais aussi, ça pourrait être le fun. Non, mais ça, c'est tous des matchs serrés. En plus, je pense que, à part le match de 4-1 de samedi, je pense que les gardiens, que ce soit un ou l'autre, ou les deux, ont eu des étoiles pratiquement dans tous les matchs. Il faut mentionner Francis Leclerc aussi samedi. Francis Leclerc est pas gaulé depuis le début des séries. Marcus blesse sur une collision là, devant lui. Puis Francis Leclerc là, qui a répondu à l'appel, a seulement donné un but là, en 2 périodes. 29 tirs, je pense, ou 28. 28 en 29, je pense. Donc, non, ce chapeau à c'est quand même pas facile, hein? Quand même pas facile d'arriver à ce moment-là, puis à bien garder le fort. On n'a pas de nouvelles là, à Étienne Marcoux. Donc, non, ni d'Alexandre Goulet ou de Francis Goulet. Non, mais... je pense pas qu'on ait de nouvelles non plus. Ouais. La force de Thetford, c'est la profondeur qu'ils démontrent encore une fois parce que ils ont. Tu regardes l'alignement de Thetford, puis t'as pas l'impression qu'il manque Alexandre Goulet ou Francis Goulet, parce que les joueurs que tu vois, t'es comme, ben ouais, ça fait du sens que ces joueurs-là jouent. Il n'y a pas de joueur qui frappe comme étant un remplaçant ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est la force. En plus, l'ascension, on dirait que c'est vraiment à chaque game des nouveaux joueurs qui marquent des buts. On a un but de Chagnon, on avait marqué le seul but aussi dans le premier match, Trabuco, là, dans les matchs, Dave Labrec, Maxime Lecourt a eu des bons matchs. Yannick Gauthier qui a marqué vendredi aussi. Exact. Donc, c'est vraiment tout le monde là, qui met la main à la pâte. Puis, je sais pas pour toi, Dave, mais tu sais, quand on écoute les entrevues d'après-match de Bobby Barry, souvent... les affaires qui reviennent, c'est si les gars ont fourni l'effort, puis s'ils ont suivi le plan de match. C'est tout le temps
un ensemble. On ne parle pas de joueurs en particulier ou lui, c'est l'ensemble de l'équipe. On a bien parti le match, on n'était pas flat foot. C'est vraiment un concept d'équipe. Ouais, puis je ne gêne pas pour le dire aussi, là, dans l'entrevue là, après la première période du match 3, là, il a dit il y a 4-5 passagers. Il y a 4-5 passagers à date à soir, ça change. J'aurais aimé ça être dans la chambre, savoir s'ils les ont nommés, les passagers qu'ils avaient identifiés, mais c'était. Non, c'est surtout qu'il y avait un contact avec Marco aussi dans cette période-là, parce que c'était. Ça fait. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'il devrait avoir à tous les matchs, là, parce que ça fait des. Ça fait des bons. Tu sais, c'est des entrevues qui durent 30 secondes, mais ça fait quand même des bons soundbites, pardonnez-moi l'anglicisme. On s'en rappelle. Ça fait jaser. Le monde aime ça. Puis, je pense que les entraîneurs n'ont pas la langue de bois non plus. Pas peur de dire. C'est ça, mais tu sais, à pas juste la cassette. Là, à brûle pour point comme ça, ils ne diront pas la même chose que quand on les reçoit posés au podcast. Quand il y a des choses qui se passent sur la glace et tout. Fait que non, c'est une belle initiative à garder en tête pas juste en finale, là, pendant les matchs de saison aussi. Yes. Donc, après les prochains matchs, jeudi, on l'a dit, jeudi, vendredi, samedi, Dave? Oui, donc c'est assez simple. Jeudi, vendredi, samedi, je pense qu'ils sont tous à 20h, à moins que ceux-là de samedi doivent être tous à 20h en plus. Donc, non, 19h samedi, s'il y a un match numéro 7. Je pense que s'il y a un match numéro 7 aussi, l'équipe qui gagne va apprécier que ce soit un samedi et non un dimanche. On va pouvoir peut-être célébrer un peu plus. Donc, à suivre, j'imagine la Ligue va vous tenir au courant de toutes les nouvelles aussi. Suivre, on ne sait jamais, il peut y avoir des nouvelles importantes là. Il y en a eu dans les dernières semaines, la nouvelle équipe, l'annonce des propriétaires. On ne sait pas trop. On sait que ça se parle encore du côté de Québec, donc à suivre, voir s'il y a d'autres nouvelles là, qui sortent. Et on espère voir également dans les arénas de la Ligue. Thetford, je pense que c'était vendredi 2336, 3200 personnes à Rivière-du-Loup. Donc, ça lâche pas de ce côté-là. Les gens sont au rendez-vous. Yes, fait que hâte de voir la foule, les foules jeudi, si possible, vendredi, samedi. All right. Donc, sur ce, on remercie notre invité là, de ce soir, Thomas Beauregard, là, qui était généreux. Une bonne entrevue de 1 heure, pratiquement 1 heure et demie, 1 heure et quart. C'est une belle carrière à faire, là, le tour. Ouais. Un beau parcours. Donc, c'était le fun de le recevoir ce soir. Également, on avait quelques nouvelles là, en début d'émission. Donc, on est dans un moment là, qu'on s'ennuie pas. Je pense que cette année, là, on va quasiment pratiquement pouvoir dire qu'on a du hockey à l'année parce qu'on va avoir des nouvelles avec les repêchages d'expansion, le repêchage de la Ligue. S'il y a une deuxième équipe, après ça va être les signatures qui vont embarquer. Tu vas avoir des dominations d'entraîneurs et de la nouvelle équipe à Laval également. Donc, ça va être intéressant de voir. Yes. Okay, merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, merci Dave. On se voit. Faites attention on se voit peut-être dans une aréna également, nous, et on va se dire également le mot de la fin. Faites attention à vos retours à la maison. Au revoir.